Ouais, c'est parti. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette visioconférence Parents professionnels, comment allier bienveillance et fermeté. Ça vous est proposé par les relais petite enfance de la communauté de communes de Grésivaudan. Nous remercions Elena Benamou, psychomotricienne, pour son intervention de ce soir. Vous avez été à peu près 80 à vous inscrire. On espère que les prochains vont se connecter rapidement. Vous êtes pour la plupart des parents, des assistants maternels, des professionnels de la petite enfance, du Grésivaudan et aussi d'autres territoires. Cette conférence est la 4e visioconférence que nous proposons. La thématique est venue par les assistantes maternelles qui fréquentent les temps collectifs, qui nous faisaient part des difficultés qu'elles rencontraient et des échanges qu'elles avaient avec les parents. Et donc, on a pensé qu'il était pertinent de pouvoir faire appel à une professionnelle comme Elena pour avoir des pistes de réflexion. Elle va ponctuer son intervention d'exemples concrets pour vous aider dans votre travail de professionnel et de parents, parce que c'est jamais facile. On espère que vous avez tous réussi à vous connecter, que vous nous entendez bien. Au niveau pratique, vous pouvez, si vous ne nous entendez pas suffisamment bien, augmenter le son de votre ordinateur. Elena va utiliser ce soir un PowerPoint que vous verrez affiché sur votre écran. Et donc, normalement, si tout va bien, vous avez une petite vignette avec sa photo en haut à droite. Vous aurez la possibilité d'agrandir cette vignette si vous le souhaitez, à votre convenance. Il vous suffit de basculer en mode plein écran pour avoir la main sur ce réglage. Cette conférence se déroulera en 2 temps. Donc, Elena va faire sa présentation. Elle a construit son intervention avec les questions que vous avez pu poser lorsque vous vous êtes inscrit. Et puis ensuite, il y aura dans un second temps un échange via le chat. Donc, vous êtes amené à poser des questions, si possible des exemples concrets en mettant l'âge des enfants. Sinon, ce sera compliqué pour Elena de pouvoir répondre à la fin de son intervention. Comme indiqué dans le petit message que vous avez eu, une fois l'intervention terminée, on ne prendra plus de questions, sinon on risquerait d'y passer la nuit. Et donc, il y a un moment donné, il faudra bien quand même qu'on aille tous se coucher. Cette visioconférence est enregistrée. Un lien vous sera envoyé pour accéder au replay avec le PowerPoint de l'intervention. Nous vous souhaitons une excellente soirée et Elena, c'est à toi. Merci Nathalie. Alors nous voilà, pendant à peu près une heure et demie pour en tout cas évoquer cette question, donc parents professionnels, comment allier fermeté et bienveillance. Pour la petite présentation rapide, alors, je ne sais pas si vous voyez aussi la barre noire là qui est au-dessus, qui camoufle un bout de la diapositive, vous me direz. Donc moi, je m'appelle Elena Benamou, je suis psychomotricienne. Je suis installée en libéral depuis 2017 avec une activité principalement à Goncelin et toute la vallée du Grésivaudan. Dans le cabinet, je vais accueillir des enfants, des familles qui vont présenter des difficultés, enfin, surtout les enfants, présenter des difficultés motrices, des difficultés relationnelles, affectives, porteurs ou non de handicap. Si je vous donne des exemples, parce que c'est quand même assez souvent très méconnu le métier de psychomotricienne, et je prends juste 5 minutes quand même, enfin 2 minutes pour vous l'évoquer. Souvent, les parents nous appellent parce que l'enfant est trop agité, qu'il n'arrive pas à se concentrer à l'école, qui bouge beaucoup, qui ne sait pas gérer sa frustration, ses émotions. On va me dire, voilà, il est très maladroit, il tombe souvent, il a des difficultés pour l'écriture. On va me dire qu'il a du mal aussi peut-être à se faire des amis. On va m'appeler parce qu'il tape, il mord à la crèche de façon trop importante. On va aussi, l'enfant qui ne se passe aventurer, on va me dire, il se met des barrières. Enfin voilà, je vais avoir ce type de profil d'enfants qui vont pouvoir arriver au cabinet. Savoir que la psychomotricité, c'est une discipline qui est du paramédical. C'est reconnu par un diplôme d'État et on aide vraiment à développer cette harmonie, cette cohérence entre le corps et la psyché. En soutenant à la fois les capacités motrices, parce que ce que l'enfant peut faire grâce à son niveau moteur, au niveau émotionnel, comment il ressent, comment il gère tout ce qui arrive en lui au niveau émotionnel, et puis également tout ce qu'il va avoir comme un impact au niveau social, relationnel. Et en fait, c'est vraiment ce maillage
on va tendre à faire que l'enfant va, ou la personne en tout cas, peut mieux s'adapter à son environnement. Et c'est grâce notamment à des outils qu'on va utiliser comme le corps, et notamment nous, notre médiation principale, c'est vraiment le corps en mouvement, la créativité de la personne et surtout le plaisir aussi à bouger. Donc voilà, donc je suis devant vous, enfin en tout cas en écran, derrière votre écran ce soir parce que je suis intervenante en relais petite enfance dans les structures de type multi-accueil où justement c'est comme ça que j'ai pu faire la rencontre entre deux Nathalie il y a 2 ans et depuis j'ai cheminé avec pas mal de relais petite enfance où j'ai pu intervenir, où j'interviens auprès des professionnels ou durant les temps collectifs avec les assistantes maternelles et les enfants ou dans les structures directement auprès des professionnels de la petite enfance. Et aussi, je suis formatrice auprès des professionnels et des assistantes maternelles. Allez, c'est bon, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à ce dont on s'est réunis ce soir. Euh, voilà, il me faudrait bien plus qu'1 heure, je pense, pour évoquer ce sujet. Voilà, on va vous parcourir des lignes et en même temps des outils, des pistes de réflexion. Je vais vous amener également des exemples concrets. Il n'en reste pas moins que chaque famille, chaque personne porte en lui sa propre histoire, ses propres limites. Et je vous invite vraiment plus que jamais à trouver vos ressources, vos accompagnements. Ne restez vraiment pas seul si cette problématique est vraiment très envahissante dans votre quotidien, que vous sentez perdre quelque chose autour de la qualité de la relation avec votre enfant, que ça s'éloigne de vos valeurs. Je vous invite vraiment, 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 on en reparlera à la fin de la conférence, mais de l'importance de ne pas rester seul. Et il existe plein d'alternatives possibles pour vous aiguiller. Alors, ce sujet, on aurait pu presque le dire, comment poser un cadre à un enfant de façon non violente, donc non violent au niveau physique, au niveau psychologique, mais qui en même temps, il faut que ça lui permette quand même de garder sa liberté d'expression, sa liberté d'exploration, et en même temps, il faut qu'il soit socialement adapté, et tout ça grâce à des respects de limites qui l'entourent et les limites des autres. On est d'accord que c'est quand même pas un objectif le plus simple, et c'est même un énorme objectif qui amène beaucoup d'interrogations et je pense aussi beaucoup de confusion. Et j'espère que d'ici la fin de la soirée, vous aurez vu peut-être un petit peu plus clair sur comment harmoniser toute cette comment je pourrais dire, enjeu et que vous ayez un peu mieux de repères sur votre modèle éducatif. Alors, j'ai envie de vous poser cette question qui est souvent un peu celle qui sous-tend autour de la bienveillance et de l'éducation actuelle. Est-ce que la bienveillance crée des enfants tyrans? Euh, alors, pour ça, avant de vous répondre, je vais vous raconter deux exemples de situations de vie de famille. Alors, on a Pauline. Pauline, elle a 3 ans. Ses parents viennent me voir parce qu'ils n'en peuvent plus de son comportement. Ils sont vraiment excédée, elle ne fait que des caprices, elle n'est jamais contente. Et je leur demande de me donner un exemple concret qui leur venait, et puis ils me disent, hier soir, à la fin du dîner, euh, on lui demande, tu veux le yaourt à la fraise ou le yaourt à la vanille? Et elle répond, fraise. Alors là, on lui donne le yaourt à la fraise, et puis sa maman prend celui à la vanille. Sauf que là, Pauline rentre dans une énorme grosse colère et elle voulait à tout prix celui de la vanille. Les grosses larmes arrivent, c'est la grosse crise de colère. La maman tente comme elle peut de la raisonner. Ça continue, ça prend beaucoup d'ampleur. La maman sent qu'elle peut vraiment s'énerver très fort et du coup, elle préfère donner le relais au papa. Un bout d'un moment, Pauline se tranquillise. Le papa l'accompagne jusqu'au coucher et puis la maman vient pour dire bonne nuit. Et là, de nouveau, la crise reprend. Elle voulait vraiment ce yaourt à la vanille et la crise dure. Pauline ne s'endort pas. La maman, voyant la soirée aussi, commençant à être vraiment épuisée par tout ça, finit par la mettre dans la voiture. Elle menace de vouloir la laisser dans la voiture jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle n'en peut plus de son énième crise de rage. Bref, la vie de famille est carrément vraiment entachée. Deuxième situation, on a Bastien. Bastien, il a 4 ans. Sa maman, elle arrive, elle me dit, je ne sais plus comment gérer ses crises. Il en fait tout le temps, pour tout. Elle me dit, mais l'éducation bienveillante, positive, franchement, ça ne marche pas avec mon enfant. Alors, pareil, je lui demande un exemple. Elle me dit, l'autre fois, au supermarché,
Avant d'entrer dans le magasin, je dis à mon fils, bon, aujourd'hui, on n'achète pas de chips, d'accord? Donc, il me dit oui, oui, hein. Puis, arrivé dans le magasin, qu'est-ce que réclame son Bastien? Bah, il veut ses chips. Alors, la maman dit, mais non, non, j'ai dit qu'on n'en achèterait pas. Et puis là, l'enfant commence à s'énerver, à piétiner, et puis a commencé à crier très fort, je veux mes chips. Et je lui demande du coup comment elle a réagi à ce moment-là, et elle me dit, bah, on a été acheter des glaces. Donc, en fait, je dis, et après ces glaces, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a arrêté de crier. D'accord? Mais elle me dit, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en plus, encore après, il m'a dit, la glace est trop froide, elle était un peu cassée, finalement, c'était les autres glaces qui voulaient. Et puis, en fait, ils sont arrivés au moment de la caisse, c'était de pire en pire. En plus, à la caisse, il y a les bonbons, les chewing-gums, etc. L'enfant n'en finissait plus de faire sa crise de colère. Enfin, c'est comme ça qu'elle m'expliquait. La maman me dit qu'elle était complètement excédée, complètement à bout, qu'elle était à deux doigts de lui mettre une bonne fessée devant tout le monde. Et en même temps, elle me dit qu'elle culpabilise d'y avoir pensé, qu'elle ne le ferait pas, mais par contre, qu'elle a pu lui dire à quel point elle le trouvait complètement insupportable, invivable, jamais content. Et elle me dit aussi à la fin de cette description qu'elle a l'impression d'être une très mauvaise maman, qu'elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose, et même qu'elle regrette de la relation qu'elle est en train de tisser avec son garçon. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux exemples? Ces exemples, ils aiment qualifier ce que nous, en France, on appelle les enfants tyrans ou les enfants rois. Ça, c'est l'expression qu'on emploie en général pour qualifier un enfant de moins de 5 ans, à peu près, qui impose à son entourage la satisfaction de ses désirs de façon immédiate, systématique. Et si son envie n'est pas assouvie, cela va s'extérioriser par un comportement tel que cris, frappe, voire insultes, agitation, qui va complètement envahir tout l'espace familial et qui peut aller au point que ça devienne compliqué de sortir, d'être invité. Les parents, en général, s'épuisent. Il y a une perte de confiance dans les compétences. Voilà, ils ne se sentent pas un bon parent. Et il y a un sentiment d'échec, autant chez l'enfant que chez l'adulte, qui s'installe. On serait en direct, je vous demanderais si vous étiez d'accord avec ça. Mais je suis partir du principe que vous me dites oui. Et puis, euh, je vous propose de le voir un petit peu sous un autre angle et de parler plutôt, si on enlève l'enfant tyran, mais plutôt enfant esclave de sa tyrannie. Pourquoi je vous dis esclave? Là, l'idée, c'est de renvoyer un petit peu une autre image. Quand on dit esclave, ça veut dire que l'enfant est le premier à en être la victime. C'est le premier finalement à subir ce qu'il est en train de se passer et qu'il n'en est pas le responsable quelque part. Euh, En effet, en fait, un enfant avant 5 ans, on va dire ça comme ça, mais je pense que ça peut durer encore un peu, mais principalement vraiment avant 5 ans, c'est très important de cette notion-là. Un enfant qui est confronté à beaucoup trop de choix, beaucoup trop d'autorisation. J'entends par là l'enfant qu'on demande tous les soirs, qu'est-ce que tu veux manger? Ou encore tous les matins, mais tu veux t'habiller comment? Tu veux mettre quelles chaussures? Tu veux les yaourts à la fraise ou les yaourts à la vanille? Et j'ai eu encore un parent cette semaine, tu veux la compote ou le yaourt? Et en fait, on se retrouve dans des choses où l'enfant, en fait, on le met en très, très, très grande difficulté. Euh, L'enfant n'a pas du tout la maturité à pouvoir renoncer. C'est une compétence qui met du temps à être acquise. Et en fait, la question du renoncement, c'est vraiment accepter, enfin faire un choix, c'est vraiment pouvoir accepter de faire le mauvais choix. Donc, c'est déjà une première étape. De se sentir un échec, parce que si on a fait un mauvais choix, il faut quand même tolérer l'échec, le sentiment de déception aussi qui peut arriver, et puis ouais, la déception aussi du décalage qu'il peut avoir entre ce qu'on a imaginé et la réalité. Ça demande aussi de pouvoir des fois patienter, de devoir différer. Toutes ces choses-là, c'est des compétences où en fait, avant 5 ans, qui sont extrêmement compliquées. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que des fois, l'enfant, il veut tout et son contraire en même temps. Il vous a dit oui, après il va vous dire non, il va vous dire oui, mais parce que vraiment, c'est pas simple de renoncer. Euh, et on va se dire, oh, mais l'enfant, on a l'impression qu'il est jamais content, il est ronchon. On va dire, mais pourquoi il a le choix, je comprends pas. Le principe d'un désir, d'une envie, c'est que aussitôt satisfait, le,
Et aussitôt satisfait qu'en fait, le désir renaît aussitôt. C'est un vrai phénix, le désir. Et on dit justement, l'ennemi du désir, c'est la satisfaction. Et donc, effectivement, si on est toujours en train de vouloir satisfaire un désir, ou voire même on devance certains désirs, hein, parce que ça peut arriver aussi qu'on achète des choses parce que nous, ça nous a fait plaisir quand on était enfant, alors que l'enfant, en fait, finalement, il n'en avait pas forcément envie. Hein. Ça va amener voilà, cette réalité où on a l'impression qu'il est jamais content, jamais satisfait, justement, pour qu'il y ait de la satisfaction. Ça, c'est vraiment une réalité à laquelle on est tous confrontés, hein, même nous, adultes. Hein, une fois qu'on a réalisé notre projet, on va passer à un autre projet. C'est une réalité qu'on soit enfant ou adulte. Faites-moi la différence entre, en tant qu'adulte, on a quand même cette capacité à accepter la déception, à vouloir voilà, accepter qu'on peut faire le mauvais choix. En tout cas, c'est un travail sur lequel on a plus de moyens d'avancer. Alors, après, je ne vous dis pas non plus, demain, ne faites plus rien choisir à votre enfant. Hein. Bien sûr, on peut, enfin, voilà, sur certains sujets, sur des choix très limités, on peut lui faire des choix. Mais en tout cas, si aujourd'hui, vous êtes en grande difficulté et que vous vous reconnaissez dans les vignettes qui ont pu être évoquées juste avant, ça peut valoir le coup d'avoir une petite réflexion autour du trop. Et donc, ce que je vous invite à faire, ben, voilà, est-ce que pour les vêtements, est-ce que ça peut être choisi la veille au soir? Vous choisissez les vêtements au soir et le matin, ils sont disposés à un endroit. Il n'y a que les vêtements visibles qui sont là. Le faut s'habille avec les vêtements que vous lui avez donnés. Il n'y a pas toute la penderie devant les yeux. C'est pareil avec les chaussures. Hein. Une fois qu'il a les chaussures présentées au moment du départ, elles sont à la bonne taille, adaptées à la bonne saison. Donc là, si on est au mois de novembre, normalement, les sandales, elles sont plus partie du paysage parce que sinon, vous allez vous mettre en difficulté autant vous que l'enfant. Par contre, si c'est une journée festive, il peut choisir son menu, c'est son anniversaire ou je ne sais quoi d'autre, pourquoi pas. Une stratégie aussi qui peut être intéressante, c'est quand l'enfant, vous êtes dans des... Là, ça va être la période des fêtes de Noël, par rapport aux jouets dans les magasins. Souvent, l'enfant, il le voit, il le veut tout de suite. Et donc, ça peut générer énormément d'émotions. Une astuce, ça va être, par exemple, de prendre la photo. Alors, vous allez voir, ça ne va pas être tout magique. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez prendre la photo que l'enfant va dire « Ok, c'est bon ». Vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça peut être une stratégie. Alors, par exemple, dans le cadre de Pauline, ça aurait été, vous achetez que des yaourts nature ou que des yaourts à la fraise. Ou alors, vous donnez le yaourt qu'il y a, et puis peu importe. Pour Bastien, c'est un peu plus complexe dans le sens où, en fait, ce qui se passe, c'est que la maman, face à la déception au nom qu'elle a donné auprès de son garçon, elle va chercher à... Alors, en dehors du fait qu'on soit dans un supermarché, je suis d'accord, c'est caisse de résonance au niveau du stress et de la gestion émotionnelle. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que par rapport au non, elle a proposé une alternative, mais une alternative, en fait, qui sert plutôt à éviter la réaction de son enfant. Donc, le travail qui a été finalement à faire avec cette maman, c'est de travailler comment on accueille une émotion face à une déception. Et aussi parce que c'est aussi étroitement lié aussi à l'histoire de la famille. Et donc, c'est pas, voilà, on travaille vraiment autour aussi de l'accueil de l'émotion, mais qui est forcément lié aussi à la composante individuelle, histoire, familiale aussi. Je voudrais juste quand même rappeler dans tout ça que le comportement de l'enfant, voilà, il y a des déceptions, des injustices ou des menaces, voilà, ce qu'on appelle son intégrité. Chez les enfants de moins de 6 ans, c'est quand même courant, ce genre de comportement de grande, voilà, qui va être mort, taper, etc. En fait, c'est vraiment un comportement qui est lié à l'âge, qui est lié à sa maturité. C'est pas un véritable problème en soi, c'est-à-dire que tous les enfants, depuis la nuit des temps, les enfants de 2 ans, c'est bien connu, 1 an et demi, 2 ans, oui, c'est assez courant qu'ils puissent mordre, taper. C'est vraiment un processus qu'on va devoir accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on autorise, mais qu'on va devoir accompagner. C'est pas vraiment le problème, ne se situe pas exactement au fait que sa réaction pose problème, mais plus par rapport à comment nous, adultes, on va accompagner tout ça. Je le redis, les enfants ont le droit d'être en colère contre un parent qui a mis fin à son désir, et dire non à un enfant n'est pas une violence. Elle se situe ailleurs, mais elle n'est pas là. C'est pareil quand on est aussi dans le trop d'interdits. Trop d'interdits parce qu'on fait référence à la norme sociale. Non, tu fais pas ça parce que ça ne se fait pas. C'est comme ça. Ou encore le non à chaque pas ou tentative d'exploration. Des interprétations négatives qu'on va avoir sur l'intention de l'enfant.
Ou alors les non, ne t'éloigne pas quand tu vas au parc. Non, ne joue pas au bac à sable, tu vas te salir. Non, ne touche pas à la fourchette. Non, ne reste pas là quand je fais à manger. Non, ne monte pas sur ce muret, tu vas tomber. Non, ne touche pas aux cailloux. Et ça, non, 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 non. Là, l'enfant il risque d'être un petit peu étroit dans le cadre que vous lui proposez, donc il va peut-être un peu jouer des coudes. Il va vraiment avoir l'impression d'être trop limité dans ses possibilités d'exploration. La fin, on va se sentir un peu coincé, avec une vraie nécessité quand même d'un besoin de bouger, d'explorer, de découvrir, de manipuler. Et on va pouvoir avoir, l'enfant va faire ce qu'il peut pour essayer de dire, peut-être quand même j'ai besoin un petit peu d'aller explorer. Et du coup, on peut avoir des moments de rébellion, on peut avoir, du coup, on va dire, mais l'enfant n'écoute rien, il en fait qu'à sa tête, il peut même se mettre en danger quand le parent lui tourne le dos pour pouvoir faire ce qu'il avait besoin de faire. Ou alors, on peut avoir aussi la réaction de l'enfant qui se fiche complètement et qui devient, on appelle l'enfant sage, qui n'est plus dans cette exploration. Donc, il y a vraiment une différence à faire entre un, en fait, ce qui fait aussi le risque de dire non à tout, c'est qu'en plus, on risque, c'est très, très énergivore. Et en fait, on vient perdre de la cohérence. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, pour pouvoir tenir des noms, des noms et des noms et des noms, quand on a 10, 15 par jour, il y a un moment, en fait, on se décourage et il y a un risque que, du coup, ces noms perdent toute leur valeur. Ce que j'appelle la cohérence des règles et du cadre qui va perdre complètement sa valeur. Quel sens ça a pour l'enfant et quel sens ça a pour vous aussi, pouvoir tenir dans le temps ce nom, parce que ça va être l'objectif. Alors, on se retrouve quand même aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de confusion et pourquoi ça pose autant de questions? On a quand même on est quand même entre un travail, entre trop d'autorisation ou trop d'interdits. Ça va osciller entre l'usage à la fois de méthodes coercitives, l'autoritarisme, la punition, des choses vraiment autour de la domination de l'adulte sur l'enfant. Et ça va osciller autour du découragement, de l'abandon de cadre. C'est vraiment ce qu'on a vu avec les vignettes cliniques où on voit les vignettes juste avant les exemples où on voit à la fois le parent qui veut à tout prix donner le choix parce qu'il croit que vraiment, sans ça, il va manquer de respect, alors qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué ce cadre-là qu'on propose à l'enfant. Hein. Et en même temps, qui d'un coup, on peut plus et va aller du côté je reprends le pouvoir et j'amène quelque chose de la violence. Voilà, je menace de laisser l'enfant dans la voiture, je lui dis des mots très dévalorisants. Et en fait, on a vraiment cette oscillation qui pose vraiment de grosses difficultés aujourd'hui dans l'éducation. Et en fait, il y a un juste milieu. Il y a une voie du milieu, c'est celle que on va parcourir aujourd'hui, ce soir, qui est assez large. Hein. Elle n'est pas étroite. Hein. Elle est assez large, cette voie du milieu. Euh, et, euh, et, et voilà. Et on va venir un petit peu travailler autour de ça ce soir. Et c'est ce que je vous propose un petit peu aussi d'avancer dans votre cheminement professionnel et de parents. Alors, la bienveillance. Maintenant, si on en vient à notre premier mot, on a parlé d'enfant tyran. Alors, la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Certains parents ils vont se dire oh là là, la bienveillance, est-ce que c'est franchement adapté à mon enfant Tous d'autres vont me dire bon, ça me saoule, franchement, je jette l'éponge. La bienveillance, déjà, c'est pas une case à cocher comme ah, c'est bon, ça j'ai fait. C'est pas une injonction qu'on doit à tout prix cocher comme voilà, c'est pas une case à cocher. C'est pas dire oui à tout, de pas mettre de cadre. C'est pas non plus un tas d'astuces ou d'outils qu'on va appliquer pour éviter les problèmes et les conflits. C'est pas non plus être gentil en attendant un retour d'ascenseur. Et ce n'est pas non plus ne jamais être en colère. La colère, c'est une émotion primaire qu'on a tous. Et il n'y a rien de plus difficile que de vouloir l'éteindre le plus possible. En fait, je vous explique. La colère, c'est une réaction physiologique, hein, autant les enfants que les adultes. Hein, on est tous par rapport à ça. Et en fait, ce qui pose souvent difficulté, c'est comme c'est une émotion avec une énergie qui amène à extérioriser, hein, c'est vraiment une énergie qui amène le comportement, qui amène, qui a envie de s'extérioriser. C'est pas quelque chose qui rentre à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose, une énergie qui amène vers l'extérieur. Très souvent, on a très peur quand on est adulte et qu'on est en colère. C'est pas de la colère dont on a vraiment peur. On a peur de la violence que la colère pourrait nous amener à vivre. Une violence physique, une violence verbale. Et en fait, c'est ça qui souvent pose beaucoup de difficultés dans l'éducation par rapport à cette notion de colère, de comment ça peut se manifester dans nos actes.
Notamment parce que la colère, c'est une émotion qui a besoin d'être accompagnée, et qu'en fait, je pense qu'on est à peu près tous ici, là, sociétalement parlant, issus quand même d'une éducation où on ne nous a pas aidés à apprivoiser, à savoir quoi faire en fait de notre colère, et qu'on a tous été quand même beaucoup issus d'une éducation où quand on se mettait en colère, on était mis à l'écart, humilié, peut-être violenté aussi, hein, voilà. Et donc du coup, on a vu ça comme un sentiment. En fait, on n'a jamais pu faire autrement que ça, que de la contenir, parce que si on l'extériorisait, on était quand même sous les prises de réactions qui étaient quand même très violentes. Donc pour moi, c'est surtout ça le problème de la colère. J'ai dit ne jamais crier. Parce que comme la colère, je pense que le jour où vous seriez bien au clair avec comment gérer votre colère, peut-être vous crierez moins. Mais là, on est pas, je pense que vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. J'y peux pas ne jamais crier, c'est pas non plus bien. Moi, j'apprends surtout apprendre à mieux ou à bien crier, à défaut, parce que de toute façon, le mouvement est là, elle a besoin de sortir. Je vous donne juste un détail par rapport à comment je dis quand je dis bien crier. C'est d'abord, avant de dire tu m'énerves, c'est tu n'écoutes pas, tu es agaçant, enfin bref, on va dire le tu, c'est-à-dire que c'est la faute de l'autre si on est en colère. Et en fait, moi je dis c'est le tu qui tue, hein. Ça c'est violent, hein, en fait, à nous de reprendre la responsabilisation de la colère et plutôt d'employer le je suis en colère, j'ai besoin là de calme, j'ai besoin de me sentir écoutée, j'ai besoin, voilà, on va venir dire je. Déjà, c'est beaucoup moins violent. Et ça, on vient récupérer le fait qu'on est responsable de ce qui est en train de passer et on vient juste de parler de qu'est-ce qu'on ressent. Je suis excédée. Faites de mal à personne. Vous venez de dire je suis excédée. C'est une réalité. Euh, et puis de crier, je vous invite à ne pas crier sur la tête des enfants, mais voilà, le plafond, le sol, l'extérieur. Voilà, c'est un peu les petites astuces que je vous donne, mais c'est vrai que le fait de crier, c'est quand même, voilà, de vous dire, tiens, si j'apprenais à peut-être crier, mieux crier sans faire du mal. Après, le jour où vous arriverez à de moins en moins crier, ce sera super aussi. Alors, la bienveillance, c'est quoi? C'est une valeur qui constitue vraiment un horizon pour nos choix, notre posture, nos réactions. La bienveillance, elle se manifeste dans l'accompagnement qu'on va faire autour de la confrontation au cadre et aux frustrations qui sont compréhensibles parce que ça arrive chez l'enfant. Hein, on ne peut pas tout faire comme il veut. Et nous, la bienveillance, c'est pas de dire oui, c'est bien d'accompagner face à ce non la réaction de l'enfant. C'est légitimiser aussi ces émotions qui arrivent. Être bienveillant, je dirais, c'est pas dire bah, va où tu veux. Non, non, ce serait plutôt bah, je suis là même quand tu es frustré de ne pas pouvoir aller partout. C'est s'autoriser à dire non quand c'est nécessaire et là en se disant je suis là même quand tu es frustré ou même quand tu es fâché parce que j'ai dû te retenir pour pas que tu traverses la route. Je comprends ton envie d'explorer, de bouger. Je vais te montrer où c'est possible sans danger. Je vais te montrer comment agir de façon adaptée. C'est vraiment ça la bienveillance. Et c'est cette vraiment attitude empathique qui va aider les enfants à construire un rapport apaisé au cadre et aux limites. Donc, je continue. Ce n'est pas éviter les comportements problèmes entre guillemets de l'enfance, mais bien d'identifier les réponses à laquelle on va apporter à chaque fois que ces comportements se manifestent. Et c'est vraiment parce qu'on va s'exercer à la manière dont on peut réagir qu'on va progressivement diminuer les fréquences, l'intensité et la durée de tous ces comportements. Et en même temps, ça sera une super opportunité de construire une relation riche, solide avec ses enfants. Les limites, c'est vraiment vu comme des repères, c'est envisagé comme une structure qui enveloppe, qui permet à l'enfant de se sentir en sécurité et qui, au fait, des codes qui vont lui permettre de trouver sa place dans le groupe social. Donc la question des limites et des repères, elle est au service du collectif, du respect des limites individuelles. Ça sert vraiment à trouver sa juste place. Moi, j'aime bien dire que éduquer, c'est vraiment enseigner ses codes de conduite, c'est construire la boussole de l'enfant. Et que nous en sommes aussi les GPS. C'est-à-dire que si l'enfant il va toujours tout droit, il y a un moment, il va se retrouver face à un mur ou face à voilà, un cul-de-sac. Et nous, on va lui dire, bah, attends, regarde, tu sais que tu peux prendre à droite, tu peux aussi prendre à gauche.
Regarde, ça va t'amener à la destination que tu veux et tout ça sans encombre. Euh, J'aime bien l'idée, voilà, je vous partage cette image-là, mais c'est vraiment leur permettre de construire cette boussole. Et alors, comment elle se construit, cette boussole, on va le voir. Avant de vous expliquer plus en détail, je voudrais vraiment préciser qu'il y a vraiment à d'abord revoir vos lunettes ce soir. Avec quelles lunettes vous voyez l'enfant, euh, notamment de la lecture que vous faites du comportement de l'enfant. Je vous invite d'enlever vos lunettes dont on est tous imprégnés et qui demandent beaucoup d'efforts, parce que c'est encore le discours quand même très ambiant, qui est de se dire, oh là là, il faut que je me méfie de l'enfant, il fait des caprices, l'enfant roi, l'enfant tyran dont je vous ai parlé, vos lunettes de la méfiance, elles viennent vous dire, bon, bah, si tu veux, attendez, c'était quoi l'exemple que j'avais? Ne te laisse pas faire, tu vas voir, il va te pourrir la vie après. Ou alors, oulala, mais si tu le punis pas, mais qu'est-ce que ça va donner à l'adolescence? Non, mais tu peux pas le laisser faire ça. Ou ce que j'ai entendu récemment, un enfant de 3 ans, tu files dans ta chambre, tu as manqué de respect à ton frère. L'enfant pleure, est enfermé dans sa chambre. Je dois avouer que je me suis quand même, enfin, je me pose toujours la question de me demander comment cet enfant de 3 ans, il avait compris pourquoi il était rendu dans sa chambre. Est-ce que vraiment il a compris cette notion? Bon, voilà, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il a compris cet enfant de 3 ans à ce moment-là. Tout ça, c'est vraiment parce on a tous cette part de filtre de la méfiance et que c'est un vrai effort de changer de paire de lunettes et de regarder plutôt l'enfant sous forme plutôt d'un regard de confiance. C'est-à-dire qu'on va poser un regard compréhensif sur le comportement de l'enfant avec une vision beaucoup plus juste, positive de ses intentions, justement parce que c'est un enfant et qu'il y a un enfant qui est en train d'apprendre, donc il va faire des erreurs. Et ce que ses attitudes, on va lui faire comprendre que ces attitudes, elles ne sont pas socialement adaptées, mais on va aussi être convaincu que l'enfant a très envie d'être intégré socialement. Vraiment. Il n'est pas là pour nuire l'adulte, il n'est pas là pour nuire à la société. Au contraire, il ne demande qu'à ça, à comprendre les codes. Mais peut-être qu'il le fait de façon pas toujours bien. C'est normal. Il est en train d'apprendre. Les règles et les limites, elles s'appuient vraiment sur des lois collectives qui sont partagées par tous et au sein de la famille. Et c'est vraiment important qu'on entende ça et qu'on puisse accompagner avec d'autres regards. Alors, pour vous aider à la compréhension de ces lunettes, pour vous aider à enlever cette lunette de la méfiance, je vous propose de regarder un peu ce dessin de l'iceberg. Donc, je prends cette image pour faire comprendre un petit peu les comportements, comment ils arrivent. Alors, je vous dis bien pour comprendre. Comprendre ne veut pas dire qu'on va autoriser, mais je vous dis, on va essayer de comprendre. On a la pointe émergée de l'iceberg où on va trouver le fameux comportement qui va poser problème en tant que parent. Hein, c'est ce qu'on va voir. Hein, l'enfant tape, mon enfant me coupe la parole, mon enfant est insolent, mon enfant n'a pas envie de faire ses devoirs, mon enfant refuse de ranger quand je lui demande. Ça, c'est vraiment ce qu'on va observer, nous, en tant qu'adultes, de façon factuelle. Si on va un petit peu sous la surface de l'eau, on va avoir la partie émergée de l'iceberg. Ça, c'est ce qui pose problème à l'enfant. Les raisons, en fait, qui va l'amener à adopter tel ou tel comportement peu approprié ou pas autorisé. Et donc, on peut voir, hein, ça va être des besoins de sécurité, un besoin d'attention. Peut-être qu'il est complètement découragé. Peut-être qu'il est fatigué, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est stressé, qu'il a besoin d'attention, bref, d'affection. Plein de choses qui peuvent, même un besoin de contrôle, hein, aussi, hein, c'est aussi une raison hein, d'agir. C'est vraiment l'intention avec laquelle l'enfant va agir. Les émotions, elles sont aussi présentes sous cette surface de l'eau et elles vont aussi être des facteurs déclenchants des comportements. Et puis si on plonge encore un peu plus profondément, donc là c'est pas dessiné mais c'est écrit, encore plus profondément au fond de l'iceberg, en fait il y a aussi les compétences. Ces compétences, c'est vraiment en fait ce qui joue des tours à l'enfant. En fait, c'est ces compétences que l'enfant va devoir développer. Et ces compétences, bah, elles ne se développent pas en une fois, elles vont mettre quelques années. Euh, et c'est vraiment ce que, voilà, développer comment je peux retenir un geste quand je suis mécontente, comment je peux avoir la capacité à évaluer les dangers, comprendre ce qui est une règle, une limite, que je l'intègre, toutes ces compétences qui prennent du temps, savoir faire un choix, hein, voilà, on l'a encore vu au début. Ces compétences, elles mettent du temps à être actives, à être voilà, présentes au cœur de l'enfant. Et effectivement, en fait, il faut bien vous dire que sous le coup des émotions, le jeune enfant
a par réflexe ou à défaut de mieux, je pense surtout ça, des réactions qui peuvent nous poser problème au quotidien. Alors, par exemple, aussi un comportement, quand vous dites, mais pourquoi il a encore enfreint la règle? Bah oui, parce que des fois aussi, le comportement, c'est de voir, est-ce que cette règle qui est énoncée, elle est toujours valable, mais vraiment tout le temps? C'est aussi la partie immergée de l'iceberg. Et c'est pas pour nuire à l'adulte, je continue à le dire et à le redire. Un geste de table d'un enfant sur celui ou celle qui a saisi son jouet, ça peut être la partie émergée. Par contre, nous, sur la partie immergée, on va se dire, OK, bon, là, il est en colère, visiblement, il avait très envie de jouer à ce jeu. Et puis, bah, nous, en tant qu'adultes, on va avoir la responsabilité de lui dire, quoi, voilà, tel comportement va te permettre d'être acceptable, sera acceptable. Mais en tout cas, nous, notre rôle d'adulte, c'est aussi de jouer autant sur la partie immergée que sur la partie émergée. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise les punitions, les menaces? En fait, ce système-là d'éducation, il va focaliser toute l'attention sur le comportement, que sur la partie émergée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand on reste que sur la partie comportement, on ne passe pas sous l'eau. À aucun moment, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en fait, toutes ces méthodes, on va dire, traditionnelles, éducative, si on peut appeler ça de l'éducation, bref, ça y est, ça c'est un sujet à débat, en fait, reste uniquement sur la partie émergée. Donc, quand on va formuler des interdits, en fait, on va pas fournir, enfin, si on fait que de formuler des interdits, on va pas fournir l'aide à l'enfant de savoir comment on va l'aider à développer ses compétences. Comment on va pouvoir lui dire, OK, je comprends, on va aller le rejoindre, je comprends que tu as vécu telle émotion. Ah, c'est ça que tu veux faire, c'est pour ça que tu fais ce comportement. On va trouver la raison. Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'aller lui développer ses compétences qui lui manquent. Et donc, c'est pour ça que la punition et la menace, elle est un peu, on va dire, elle est efficace au court terme, mais sur le long terme, elle ne va pas avoir autant de, comment dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. C'est un peu contre-productif parce que justement, en fait, on va jamais chercher un petit peu plus au cœur et on va pas aller chercher à développer les compétences. C'est ce qui c'est ce qui manque dans ce genre de méthode. Alors, on est d'accord, sur le court terme, c'est efficace. C'est pour ça qu'on l'a appliqué comme quelque chose à l'unanimité, de façon transversale à tous les enfants jusqu'à quasiment maintenant. Mais on essaye quand même depuis une dizaine, quinzaine d'années de changer un peu les choses. Mais voilà, parce que bah oui, ça agit à court terme, on a une réaction que sur le long terme, on n'attend pas à développer les compétences sociales, cognitives et affectives. Et puis surtout, c'est que ça développe quoi? Ça va développer, si on ne va jamais chercher au niveau de l'émotion et des raisons, ça va développer de la rancœur. Ah, mais c'est pas juste. Putain, comment je peux faire confiance aux adultes? Ça peut engendrer de la rébellion. Ah, je vais faire exactement l'inverse pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas m'obliger à faire ce que je veux. Ça va développer la revanche. Bon, là, c'est eux qui gagnent, mais c'est moi qui les aurai la prochaine fois. Ça va créer du retrait. Je vais tout faire pour ne pas me faire prendre. Et puis, on va avoir une baisse de l'estime de soi. Je ne vaux rien. Ça, c'est le problème quand on utilise uniquement et qu'on voit que comme ça l'éducation à travers de punitions et de menaces. C'est pareil quand on cherche à éviter les situations qui déclenchent. C'est un peu ce qu'on a vu dans la première l'exemple avec Bastien et les chips. En fait, l'évitement de la situation qui le déclenche, c'est par exemple dire, oh là, je vais plus aller au supermarché parce que mon enfant, il touche à tout, il court partout, ou il sort sur le parking où je l'emmène plus. Je vais essayer de lui dire non le moins possible parce que j'ai trop peur de la réaction. Parce que, en fait, on va chercher à éviter la difficulté. Alors, par moment, ça peut sauver, hein, je comprends, hein, j'emmène pas mon enfant en course parce que si je sais qu'il va sortir du magasin et je vais sur le parking et je dois faire vite, je ne serai pas disponible pour le mettre en sécurité. Mais en même temps, on ne peut pas tout le temps éviter la situation. C'est assez insatisfaisant à moyen terme parce que justement, on va manquer plein d'occasions de l'aider à lui enseigner comment se comporter de façon adaptée et de participer, d'essayer de trouver des compétences. Donc, évitement et punition, on n'est pas ça va être un peu léger, on va dire ça comme ça, pour l'accompagnement d'un enfant autour des cadres du respect des limites. Ça aussi, un enfant peut connaître une règle, mais ne pas encore savoir l'appliquer tout le temps et dans tous les contextes. Ça, c'est important de se le rappeler parce que le nombre de fois, on se dit, mais oh là là, mais pourtant, il le sait. En plus, il est capable de vous répéter la règle. On peut leur faire apprendre le règlement intérieur d'un établissement par cœur. C'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir savoir l'appliquer tout le temps dans tous les contextes.
Ça, c'est vraiment important qu'on ait un regard bienveillant de ce côté-là, que oui, on va devoir répéter, que oui, l'enfant va peut-être refaire la même expérience et pourtant elle n'était pas autorisée, etc. Et alors, si ça ajoute un enfant qui a soif, qui a faim et qui est extrêmement fatigué, là, vous pouvez être sûr que toute votre question de règles, et qu'il est jeune en plus il est petit, plus la question des règles, des limites, ça va exploser. Vraiment, là, l'enfant, son besoin premier, c'est de boire, manger ou dormir. Et là, si vous vous attelez à être que dans le comportement, dire non, mais là, il faut qu'il arrête de crier. Oui, mais en fait, là, il est épuisé. Donc là, votre énergie, elle n'est pas de savoir qu'il faut arrêter de crier, mais bien de lui dire, OK, là, on va vite filer le coucher parce que je sens que là, ça prend une proportion. Et en fait, des fois, les enfants font une énorme crise parce qu'en fait, leur propre limite, là, ça y est, elle est complètement débordée et vous aurez beau essayer de tout faire. En fait, il faut que ça sorte une bonne fois pour toutes jusqu'au bout. Même si vous avez compris qu'il avait faim, si la limite, ça a été trop loin pour lui, sa propre limite à lui, son propre besoin n'a pas été assouvi tout de suite, et ben du coup, voilà, il va peut-être se mettre à beaucoup plus taper, à beaucoup plus mordre. Ça, il faut être très vigilant. Les enfants ne demandent pas souvent quand ils ont soif. Autant faim, bon, on peut peut-être un peu deviner. Et encore, ça dépend des profils d'enfants. Mais même boire, les enfants bougent toute la journée, les petits, et je trouve qu'on a tendance à pas assez leur donner à boire à volonté. Enfin, leur demander à boire régulièrement. Alors, comment, comment on va appliquer les lignes de conduite pour allier fermeté et bienveillance? Alors, je vais faire encore des petites lectures d'exemples. On a vu Pauline au début de la présentation. Maintenant, je vais vous parler de Hugo qui a 2 ans et demi. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça. Vous allez voir. Écoutez bien. Donc, c'est une maman qui me décrit, qui écrit ce qui s'est passé. Ce soir-là, c'était particulièrement difficile. Lorsque j'ai dit à Hugo qu'il était l'heure d'aller au lit, il s'est mis à crier fort, tout en tapant du pied. Il s'est fâché. Il a commencé à jeter ses jouets partout, comme s'il voulait me montrer sa colère. Je l'ai regardé un instant. Je me suis demandé comment j'allais réagir. Je suis restée calme, même si c'était pas facile. J'ai pris une grande inspiration pour ne pas m'énerver. Puis je me suis accroupie à sa hauteur, sans crier. Je lui ai dit d'une voix ferme, mais douce, Hugo, je vois que tu es vraiment en colère. Je comprends que tu n'as pas envie d'aller au lit maintenant. Là, c'est l'heure. Et tu sais que c'est important de recharger tes batteries, ou c'est important pour ta santé. Il a continué de crier, de jeter encore plus ses objets. J'étais un peu fâchée. J'ai maintenu ma position. Je vois que tu es très fâchée. Tu as le droit de l'être, hein. Mais même si tu es en colère, l'heure du dodo ne change pas. Si tu as besoin de crier ou de taper, tu peux le faire. Mais ensuite, on retrouvera son calme, ensemble. Il a pris son coussin, il a commencé à taper dessus. Je l'ai laissé faire. Il avait besoin de libérer sa frustration. Je suis restée à côté de lui. Je lui ai offert ma présence, mais sans céder à ce que j'avais dit. Au bout de quelques minutes, il s'est arrêté de taper. Il m'a regardée. Je lui ai proposé doucement. Tu veux que je t'aide à aller au lit? Tu vas tout seul? Il m'a pris une grande respiration. Ses larmes commençant un peu à se calmer. Et il me dit, un peu tout petit, tu m'aides. Je l'ai pris dans mes bras et ensemble, nous sommes allés au lit. Une fois sur la couverture, je l'ai embrassé et il m'a dit, un peu à contre-cœur quand même, bonne nuit maman. Je savais que ce n'était pas facile pour lui, mais en restant calme et en maintenant ma limite avec douceur, j'avais pu l'accompagner dans son moment de colère tout en restant ferme sur l'essentiel. Et au final, il s'est apaisé, prêt à s'endormir. On a Anaïs qui ne veut pas mettre ses chaussures. 3 ans. Ce matin, c'était encore un de ces moments où Anaïs refuse de mettre ses chaussures. On était pressés pour partir et je lui ai dit, Anaïs, il faut mettre tes chaussures, on va être en retard. Mais au lieu de coopération, elle s'est assise par terre, elle a croisé les bras et entre bougonnements, cris, elle est restée assise au sol. Je me suis approchée d'elle, je me suis accroupie pour être à sa hauteur et je lui ai dit doucement, je vois que tu n'as pas envie de mettre tes chaussures maintenant. Ah, je comprends que ça t'embête. Elle a continué à crier. J'ai pris une grande respiration pour ne pas céder à la patience, ni au dépêche-toi, qui l'aurait encore fait plus ralentir. Et j'ai répété, tu as le droit d'être pas être contente. Là, on doit partir. Tu sais, les chaussures, c'est important pour protéger ton pied dehors. Elle a continué de bouder. Je suis restée ferme. C'est le moment de mettre tes chaussures. Sinon, je vais devoir t'aider. J'ai attendu quelques instants, lui donnant le temps de se calmer. Puis je lui ai proposé, tu veux que je t'aide à les mettre?
ou tu essayes toute seule? Après quelques secondes, elle a décidé de mettre sa chaussure toute seule. Elle a pris son temps, mais elle a fini par y arriver, toute fière d'elle. Quand elle a mis ses chaussures, je lui ai dit: Hé, bravo, allez, maintenant on va pouvoir partir ensemble. Et là, elle a souri et elle a couru vers la porte, prête à sortir. Bien sûr, il y a eu de la résistance. C'était un moment où finalement ma fermeté m'a permis de lui offrir un cadre tout en respectant ses émotions. Elle a compris que même quand elle n'a pas envie, les chaussures restent nécessaires et qu'on peut y arriver en passant par des petites étapes. Je vous donne encore un dernier exemple, c'est Romuald, il a 5 ans, c'est passé lundi, donc je vais vous en parler, qui ne veut pas quitter la salle de psychomotricité. Alors, Romuald, c'était une séance un peu différente, pas comme d'habitude. Il était, voilà, je le voyais, rien n'allait, il s'énervait pas comme d'habitude, il est persévérant dans les activités qu'on fait, il réessaye, il est assez créatif dans ses scénarios de jeu. Mais là, rien n'allait, il allait de jeu en jeu, je le voyais se refermer, il râlait, enfin vraiment pas comme d'habitude. Et puis du coup, je finis par dire, il y a quelque chose qui ne va pas, Romuald, c'est pas comme d'habitude, là, je le sens dans ton corps. Il finit par se mettre dans un petit coin de la pièce et il finit par me dire, je suis triste. Je dis, ah, qu'est-ce qui te rend triste? Il me dit, papa, il rentre que samedi. Et en fait, son papa, ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas vu parce qu'il est en déplacement à l'étranger dans le cadre de son travail. Je dis, ah oui, donc ta tristesse, elle est en train de prendre toute la place, au point que du coup, bah, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas jouer, ça prend trop de place. Donc on prend le temps d'échanger sur cette tristesse qui prend vraiment tout l'espace de son corps et de ses pensées. Et puis bah, arrive en plus la fin de la séance. Oh là là, c'était pas aussi satisfaisant que d'habitude, hein, parce que du coup, les jeux n'étaient pas comme d'habitude, rien n'allait de toute façon. Je pense que pour ce jour-là, Romuald était vraiment pas disponible. Et il y avait mon affiche du coup qui était dans la salle d'attente du cabinet. Et donc, bon, j'évoque avec la maman le sentiment de tristesse que pouvait ressentir son garçon. Et là, bon, bah, Romuald, il veut pas sortir de la salle et il se met le plus loin, 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 loin possible de la porte d'entrée. Et la maman, elle me dit, bon, bah, là, va falloir que je sois bienveillante et ferme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la salle, elle prend son garçon dans les bras, elle dit, écoute, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini, la séance est finie. C'est un autre enfant doit prendre, ça va être lors d'une autre séance de l'enfant. Bon, évidemment, il a failli lui arracher l'oreille, hein, voilà, hein, parce qu'elle n'avait quand même pas très envie de quitter la salle. Elle lui a retenu son geste. Ils se sont installés dans la salle d'attente. Elle l'a pris sur elle, elle lui a gardé sur les genoux et elle lui a remis ses chaussures. Elle a dit, oui, je sais que tu es triste. Tu veux faire quoi pour qu'on puisse. Et donc, elle a commencé à lui trouver des choses pour essayer de compenser cette tristesse, ou en tout cas d'accompagner cette tristesse. Est-ce que tu veux qu'on envoie un dessin à papa, etc., etc. Bref, elle est en train d'échanger avec lui. Mais elle était dans un rapport du coup ferme, c'est-à-dire qu'elle a été au bout de la décision, elle l'a accompagnée grâce à son corps, grâce à son mouvement, grâce à son intention de sécurité vraiment, et tout en maintenant la direction qui était prise, qui était qu'il fallait sortir de la salle de psychomote. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous donne ces exemples pour savoir que quand même un enfant, plus il est jeune, plus les mots ont moins d'impact que votre langage corporel. Par exemple, votre sourire, quand vous dites à un enfant, je ne sais pas, 18 mois, 20 mois, ah ben non, ah mais tu veux faire ça, ah non, non. Bon, c'est très agréable à l'oreille, hein, mais du coup, l'enfant, il entend votre mélodie et votre sourire, mais il n'entend pas du tout le nom. Ça, c'est vraiment important de prendre en compte ça. Euh, c'est pareil quand l'adulte dit à l'enfant, bon, ben, on va partir, et qu'en fait, l'adulte ne bouge pas, reste immobile. Bon, ben, on y va. Là, typiquement, ma position, je dis, bon, on y va. Il y a comme un décalage entre ce que disent mes mots et ce que disent mon corps, si vous voyez. Et du coup, ça, c'est pareil, bah, il est l'heure de partir. Vous prenez l'action, vous bougez, vous êtes prêt sur le départ, ou alors vous prenez les chaussures de l'enfant, vous montrez que là, c'est le moment de mettre les chaussures. Notre comportement, il va vraiment permettre à l'enfant de faire la différence entre ce qui est une demande et qu'est-ce qui est une règle. Je redonne un autre exemple. Un jeune enfant qui grimpe sur la table basse. Vous, votre règle, c'est non, c'est pas possible de monter sur la table basse. Si vous êtes sur votre chaise ou en train de faire la cuisine et que vous êtes non, 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 je t'ai dit, c'est pas possible, tu descends de la table basse, tu descends, tu descends. Enfin, quand je dis tu descends, ça fait déjà 5 fois là. Votre enfant, il va pas descendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin?
Il a besoin que vous arrêtiez ce que vous faites et que vous ayez le prendre, le faire redescendre en disant non, ce n'est pas possible. Il va recommencer. Vous reprenez l'enfant. Non, ce n'est pas possible de monter sur la table basse. Quand on n'agit pas avec notre corps avec un jeune enfant, pour moi, c'est une demande. C'est-à-dire qu'il a le choix de dire oui ou non, de le faire ou de ne pas faire. Par contre, quand vous venez agir, ce n'est pas une violence d'accompagner un enfant corporellement. Vraiment, un petit, il a besoin, c'est vraiment se mettre à sa hauteur avec ses compétences. On ne vient pas, je dis pas prenez-le ou vous faites avec violence. Non, c'est pas ça. On peut être tout à fait contenant et rassurant tout en ayant une posture corporelle qui est alignée avec ce qu'on dit. Euh, Accompagner l'enfant en se mettant à sa hauteur, en utilisant nos bras qui l'entourent, en prenant sa main, en posant sa main sur son épaule, en gardant une proximité physique. On est bienveillant quand on fait ça parce que notre attention, on a mis là notre filtre de confiance, notre paire de lunettes qui nous dit qu'il va être capable et qu'il va y arriver et que tout le monde va pouvoir dépasser cet épisode et que c'est normal, il y a son âge et qu'on n'est pas en train de faire des interprétations outre mesure. Alors, une des choses qui peut encore aider, c'est anticiper les règles. Alors, c'est-à-dire que pour le coup, c'est notre responsabilité d'adulte, hein, c'est de savoir finalement c'est quoi. C'est-à-dire quand il y a eu un épisode qui s'est mal passé, de se dire, bon, finalement, déjà, il faut être clair. Je pense que c'est une première chose, d'être clair, c'est quoi vos règles à vous est-ce qu'on est voilà, d'être clair avec quelles sont vos règles. Anticiper, ça veut dire typiquement ce qui s'est passé avec le paquet de chips, se dire, là, on va aller dans le magasin. Tu vas avoir Alors, si c'est un jeune enfant, les mots ne vont pas avoir de point. À partir de 4-5 ans, on peut commencer à dire je vais acheter que ces 3 choses. Tac, tac, tac. Je sais pas, les œufs, le pain et peu importe. Et donc, tu vas avoir certainement, on peut lui dire, tu vas certainement avoir envie de plein d'autres choses. C'est vrai, moi aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup, il y a des choses super. Mais on va venir acheter que ça. Et ça, on s'y tient. Et alors là, je vous invite à être solide. Mais plus on rappelle la règle, en dehors de tout moment de crise, plus on a des chances à ce qu'elle s'applique. On va verbaliser, valoriser également le comportement qui est attendu quand l'enfant le fait positivement. Très souvent, on se focalise on arrive à peu près à réagir très bien quand l'enfant fait ce qu'il ne faut pas. Par contre, il y a des moments où l'enfant fait des choses, a le comportement qu'on attend. Alors là, il ne faut vraiment pas le louper. Et là, dire waouh, je vois que tu as été capable. Waouh, c'est bien comme tu as fait. Tu as tendu ta main au lieu de lui arracher le jouet des mains. Super. Tiens, j'ai vu au lieu de crier pour avoir de l'eau, tu m'as dit oh, oh, ouais, super. Voilà, on va vraiment valoriser le comportement quand l'enfant a fait le bon comportement, on va le souligner plus, 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 plus. Vraiment, on focalise à fond dessus. On va suggérer également des solutions sur comment faire autrement. Évidemment, rappelez-vous, vous êtes GPS. Donc, on donne des explications, le pourquoi on doit mettre les chaussures, c'est ce que disait la maman juste avant de Anaïs. Les chaussures, c'est un peu une obligation pour dehors pour protéger les pieds. Voilà, elle a donné cette explication. Pas besoin que ce soit plus long. Avec les enfants, il faut être assez bref et clair. Pas besoin de rentrer dans une tirade, mais tu sais, il faut mettre les chaussures parce que sinon dehors, il y a ci, il y a ça, et tatati, et tatata. Ouf, on les a perdus, les enfants, à ce moment-là. Et traduire ces demandes qui sont inadaptées avec les mots qui sont attendus. Je vais donner un exemple. L'enfant qui va crier pour avoir de l'eau, par exemple. Et bien là, vous comprenez qu'il voulait de l'eau. Vous dites, ah, tu veux de l'eau? Tu peux peut-être me dire, hé maman, tu peux me servir de l'eau, s'il te plaît? Vous faites le traducteur. Vous venez dire, au lieu d'aller tout droit, tiens, regarde, tu veux passer par la droite? Tu verras, ça sera encore plus sympa, le paysage, il est plus sympa. C'est pareil quand l'enfant, je sais pas, il a 16 mois, il pousse l'assiette de la table violemment. Là, c'est pareil, on va venir réfléchir. Alors, vous, en tant que parent, votre responsabilité, c'est de se dire, en tant que professionnel, c'est de se dire, tiens, pourquoi il fait ça? Parce que lui, il ne va pas pouvoir le dire. Il ne va pas vous aider à aller en dessous de l'eau de l'iceberg, là. Alors, vous allez dire, c'est parce que tu as fini. Alors, le bébé signe, ça peut être une alternative, c'est pour ça qu'on dit signer avec bébé, mais ça peut être aussi le mot, c'est fini. Ou peut-être se questionner aussi ah, t'as vu, c'est drôle, dis donc, quand
tu le pousses, ça va loin. Quand ils font tomber leur cuillère 10 fois, ah ouais, t'as vu? Ouah, quand tu le lâches, ça tombe au sol. Incroyable. Les enfants, ça, ils savent pas, hein. Il faut qu'ils le vivent pour qu'ils se rendent compte que c'est vraiment ça qui se passe. Euh, mais du coup, on va vraiment chercher à faire le traducteur. Plus on va lui dire, regarde, c'est ce malin que tu peux prendre et tu verras, ce sera le paysage est beaucoup plus sympa. Et ben, on va vraiment, vraiment lui donner les outils. Et plus on va le faire, et plus l'enfant va pouvoir s'approprier. C'est vraiment important qu'on lui donne le GPS. Après, voilà, ce qui fonctionne quand même avec les enfants de façon générale, le jeu, le rire. Alors, il y a des moments, ça passe, ça va s'estomper, hein, parce que quand ils n'ont vraiment pas envie, peu importe si vous utilisez le meilleur jeu du monde, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein. Mais il y a des moments, vraiment, faites-vous plaisir, des fois, j'ai envie de dire, pour pas être toujours dans des rigidités. Quand vous sentez que vous êtes disponible à ça, allez-y. Tiens, c'est l'heure du bain, on va aller voir si Monsieur Mousse est là. Monsieur Mousse, évidemment, c'est l'enfant qui sera rempli de savon sur lui. Les enfants qui gigotent beaucoup, beaucoup à table. Ah tiens, mais je vois que la gigote est dans ton corps ce soir. Bien, on va lui proposer de la faire sortir par les pieds. Du coup, vous pouvez proposer de taper des pieds ou voilà, de décharger un petit peu quand l'enfant a besoin de bouger. Quand on fait ça, en fait, on est vraiment dans une réflexion, on va rechercher le besoin. On va justement passer sous la surface de l'eau pour aller dans la partie immergée de l'iceberg. Et donc, on peut proposer du coup des alternatives face au non ou au comportement inadapté. On va l'accompagner quand c'est possible. Ben oui, je vois que tu as très envie de bouger. Donc, c'est pas que l'enfant, il n'écoute rien quand il grimpe sur son muret ou sur son canapé. Vraiment, il y a un vrai désir d'exploration qui est lié au développement. Mais là, c'est pas possible de monter sur le canapé. Viens, je te propose de sauter sur un matelas, des coussins, d'aller jouer dehors. Et on va l'accompagner. N'oubliez pas vos engagements corporels. Je refais encore une dernière parenthèse parce qu'on est sur les tout petits, mais la période du non, voilà, vous savez, autour de 2 ans et demi, c'est un peu, il fait un nom aussi, le terrible two. Mais bon, voilà, en gros, c'est l'enfant qui dit non, même quand il veut dire. Donc, ça, c'est une phase qui est quand même normale dans le développement de l'enfant. Euh, et en fait, elle amène pas mal d'ambivalence parce que du coup, souvent, c'est assez rassurant parce qu'on se dit, ah, c'est bon, à l'école, il va pouvoir s'affirmer ou à la crèche, il va pouvoir dire non, super, il va pas se faire marcher dessus. Souvent, c'est quand même assez rassurant hein, de se dire, ah, c'est bien, il sait s'affirmer, il sait poser sa propre limite. En tout cas, il est en train de l'apprendre. Et en même temps, l'autre côté de l'autre verre, c'est que c'est quand même un peu usant d'avoir des noms tout le temps pour tout. Ça, voilà, c'est pas une période la plus simple. Dans ces moments-là, je vous invite vraiment à choisir vos priorités, sur quoi vous allez être solide et stable quand vous allez dire non. Parce qu'il y a des moments, eh ben, voilà, vous allez lui laisser l'opportunité d'être entendu aussi dans son non. C'est pour que ce soit vraiment, sans que vous soyez heurté dans le fait que, ah non, mais là, il me heurte dans mon autorité. Non, pas du tout. Et il faut aussi que lui aussi puisse exercer ce non. C'est pas une déviance. Voilà, là, on enlève nos filtres, notre lettre de la méfiance. Hein. Hop, on prend la confiance. Et on se dit, bon, bah voilà, je sais qu'il a besoin aussi d'expérimenter, mais je vais choisir là où pour moi le non est non négociable. Euh, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est de reposer la question plusieurs fois. Alors, pas toujours tout à la suite, mais des fois de laisser, parce que le non peut se transformer en oui. Hein, c'est un petit conseil, mais des fois, c'est parce que comme le non est prioritaire, après, ils vont dire, ah oui, bien sûr, finalement, j'ai bien envie. On va verbaliser ce que veut dire l'enfant. C'est bah oui, tu veux pas mettre tes chaussures parce que tu es en train de faire un jeu super. C'est pas parce qu'on verbalise qu'on va autoriser. Ou comme ah oui là quand il vient de taper un autre enfant, donc on retient le geste, on dit non, c'est pas possible. Et on va dire ah tu voulais le jouer en fait. C'est pas parce qu'on va dire qu'on va autoriser le fait que cette possibilité de taper est ok. Non, c'est vraiment complètement différent. Par exemple, moi, j'ai aussi les enfants qui veulent pas aller à l'école après la séance de psychomote. Et ben, de leur dire, ah, t'aimerais pas aller, en fait, t'as pas envie de retourner à l'école, c'est pour ça que tu mets pas tes chaussures. Hein. C'est bien évidemment qu'il va aller à l'école et bien évidemment qu'il va devoir mettre ses chaussures. Mais de venir déjà dire ce qu'il ressent, on se met un peu plus de chance de notre côté pour une relation plutôt saine et de confiance avec l'enfant. Et enfin, écouter les manifestations d'insatisfaction. Ah oui, quand vous allez dire non, l'enfant va avoir des réactions fortes, vives, qui peuvent durer très longtemps, plusieurs minutes.
C'est très usant, on est d'accord. Mais si on cherche à les éteindre à tout prix, en fait, on ne peut pas dépasser cette situation. C'est ce qui s'est passé avec Bastien et les chips dans le supermarché. Écouter les manifestations d'insatisfaction, si ce n'est pas vous qui les écoutez en tant que parent ou même en tant que professionnel, je ne sais pas qui peut le faire. Et l'enfant, il a besoin qu'il y ait un adulte de proximité quand c'est le cas. Pour les petits encore, voilà, on peut utiliser aussi des tableaux de routine, des objets de transition et des repères visuels clairs. Ça va être vraiment des tiers. Ça évite que ce soit toujours. C'est pas que vous qui donnez l'ordre, c'est pas que vous qui donnez le nom, le stop. On va utiliser des tiers. Non, mais c'est pas moi. Regarde. Ça, c'est par exemple le timer ou le sablier ou le minuteur de de la cuisine. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, en fait, par exemple, alors si je reviens par exemple au tableau de routine, là, voilà, c'est fait avec du papier. L'enfant, il a toute sa petite routine. Alors, je sais pas, prendre son petit déj, aller aux toilettes, se laver les dents, mettre ses chaussures, prendre son sac, par exemple, hein, pour aller à la crèche ou à la maternelle. Et puis, il va venir, bah, voilà, dès qu'il l'a fait, cocher. Et en fait, on va vraiment l'aider à créer une autodiscipline hein, et on va l'accompagner dans ce déroulé. Pour lui, on n'est plus dans le rapport de ah, c'est maman qui a dit ah, mais tiens, regarde, qu'est-ce qu'elle nous dit la liste aujourd'hui qu'on doit faire On va aussi pouvoir, voilà, c'est sous forme de jeu de loi. Et puis après, départ pour l'école ou la crèche. Et puis même, il y a un bonus. Alors moi, ce bonus, je me suis demandé à quoi il servait. Et alors, je me suis dit, soit c'est pour avoir le droit de sauter une étape une fois, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que si par exemple on utilisait le timer, on se dit, oh là là, on a tout ça, alors je sais pas, à partir du petit déjeuner par exemple, et ben on a ces 40 minutes. On va lui montrer visuellement ce que c'est tout le temps qu'on a pour faire tout ça. Alors ça marche bien après 3 ans et demi, 4 ans, parce que c'est quand même avant, c'est quand même plus difficile. Et en fait, bah, s'il a tout fait dans les temps, petit à petit, donc le rouge, c'est pour donner la durée. Hein. Donc le temps va forcément s'écouler. Et puis bonus, tiens, tu as réussi avant qu'il n'y ait plus de rouge, bonus, tu as le droit à jouer avant de partir, par exemple. C'est vraiment, on crée une autodiscipline à l'enfant. Et pour ça, on aide des outils concrets. Ou par exemple, bah, le timer est terminé, bon, ben, on n'a plus le temps de jouer ou on n'a plus le temps de faire une histoire. Ça a mis beaucoup de temps de se préparer ce soir. Tu as chahuté, tu as joué avec la brosse à dents, bref, plein de raisons. Bah mince, maintenant, il faut que j'aille me coucher, j'ai plus d'énergie, toi aussi, on n'a plus l'énergie pour continuer encore. Bon, bah, on va peut-être pas pouvoir faire l'histoire ce soir, on en fera peut-être deux demain, du coup, parce que je suis sûre que tu es capable d'être encore plus rapide demain. Et là, on accueille que c'est la drame. Ah, oh, bah, l'histoire, le timer est fini. On accueille, on accueille, on accueille. Et demain, on aura le droit à deux histoires. On se rassure. On est capable de dépasser la situation qu'on est tous en train de vivre face à l'insatisfaction, face à la déception. Timer est un outil assez intéressant. Alors, il y a des enfants qui détestent aussi le timer. Donc, je dirais que ça dépend vraiment, vraiment des enfants, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est des outils, hein, ça ne remplacera pas votre posture. C'est quand même 81% du travail. Alors, on va maintenant passer à un peu plus grand. Pourquoi j'ai coupé avant 5 ans et après 6-7 ans? Parce qu'après 6-7 ans, quand même, au niveau des compétences, il y a des choses qui se créent. Alors, ce qui est valable avant, vous pouvez l'utiliser. Hein. Attention à votre posture corporelle qui parle, ça c'est important, ça reste. Quand vous voulez partir, s'il a 8 ans et que vous êtes en train encore être figé à le regarder, c'est pareil, ça fonctionne aussi à 8 ans, votre corps sont en accord avec vos mots. Alors, Paul, 8 ans, il joue au ballon dans la maison alors que c'est interdit. Allez, je vous raconte un petit peu ces histoires. Paul a 8 ans, il joue au ballon dans la maison. Ses parents lui répètent à plusieurs reprises qu'on ne joue pas au ballon dans la maison. Mais il continue. La maman attrape le ballon. Ça lui permet de capter l'attention de son garçon, qui est évidemment très mécontent. Et là, elle lui explique, dehors, c'est possible de jouer. Là, dans la maison, je vois bien que tu t'amuses bien à viser le plafond, mais ce que j'aimerais que tu vois, c'est qu'il y a plein de choses précieuses que j'aimerais qu'elle reste en bon état. Donc, elle redonne la consigne. Le ballon sert à être, enfin, on joue au ballon dehors. L'enfant va négocier, va râler, etc. La consigne reste la même et le ballon va être mis dans le jardin ou dans le garage, enfin, bon, bref, peu importe.
Euh, Sa posture, elle va rester ferme, ses actes vont être en accord avec ce qu'elle a dit. On n'est pas en train de le punir parce qu'il a été joué au ballon. On est vraiment en train de lui donner le GPS. La même situation, mais il y a un pot de perles sur la table. Les parents, plusieurs fois, ont dit attention, je joue pas au ballon dans la maison. Ils étaient en train de faire autre chose. Et patatras, le pot de perles tombe, il y en a de partout. C'était vraiment pas le bon moment. De toute façon, c'est jamais le moment qu'un pot de perles se renverse dans une maison. La réaction qui arrive assez fréquemment, hein, c'est spontanément, ce serait l'agacement, la menace ou le mais je t'avais bien dit que tu allais renverser quelque chose, tu n'écoutes jamais rien. Bon. Je vous invite à prendre 3 secondes pour respirer et puis se dire bon, on va peut-être utiliser un autre outil parce qu'en fait, votre enfant, il sait qu'il a fait une bêtise. Il sait. Enfin, j'emploie le mot bêtise volontairement, c'est pas un mot que j'utilise régulièrement, mais en tout cas, on sait qu'il a fait, il sait qu'il se sent déjà en échec. Souvent, d'ailleurs, ils mettent un temps d'arrêt, c'est pas pour rien. C'est OK de faire des expériences pour apprendre. Là, tu vois ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on va proposer, c'est bon, maintenant, on va aller réparer ensemble. Il va peut-être dire non au début. Hein. Ah, mais attends, maman, regarde le Lego que j'ai fait. Il va peut-être même négocier. Non, mais pas maintenant. Ah non, j'ai pas envie. Il va même partir. C'est tout. Donc, nous, notre rôle, c'est de pas rentrer déjà dans la négociation. Hein. Ça peut être, bon, on peut dire, OK, je regarde son Lego. Par contre, après, je te demande de ramasser les perles qui sont tombées par terre parce que c'est ça que tu dois faire maintenant. S'il continue d'argumenter, tatati, tatata, il a toujours une meilleure excuse, voire il s'en va. Non, non. Je pense que c'est pas si compliqué comme tâche. Je comprends que ça a été perturbant comme événement. Mais une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Et tu auras tout le loisir de faire ce qu'il a envie de faire. On va valoriser le fait que, même en faisant ça, en fait, c'est comme ça que son cerveau va se rappeler qu'on ne joue pas au ballon dans une maison. Il faut aussi que l'erreur sert d'apprentissage. Là, l'idée, c'est vraiment de lui apprendre à réparer ses erreurs sans envenimer encore plus la situation. On va renforcer l'idée qu'il est capable de corriger ce qui s'est passé. On lui donne une autre façon, avec une façon, voilà, sans chercher à dire on voit le dernier mot. On ne rentre pas du tout dans des négociations interminables. En fait, quand on est dans la négociation avec l'enfant, en fait, c'est qu'on reste que sur la partie émergée de l'iceberg. On n'est que dans la négociation jusqu'à ce que ça fasse une escalade, jusqu'à ce que qui aura le dernier mot et ça fait une confrontation. Et voilà. On va redescendre en dessous, partie immergée de l'iceberg. Oui, en fait, je vois que ça te dérange. En fait, je vois que tu es déçu. Enfin, voilà. Et on va plutôt aller descendre sous l'eau. Et ça évite de continuer à alimenter la partie immergée de l'iceberg. Et puis voilà, on peut aussi noter positivement, c'est trop bien, on a tout rangé, regarde, impeccable, hyper rapide, on va même pas pouvoir se prendre des pieds dedans, tu verras, on pourra manger sur la table sans manger des perles, enfin voilà, on peut aussi amener un peu de légèreté aussi dans ce moment-là. On a Kevin qui a 7 ans qui ne veut pas s'habiller. Alors là, c'est une maman qui raconte. Pendant des années, j'ai harcelé mes 7 enfants pour qu'ils s'habillent le matin. C'est valable avec 2 enfants aussi, hein, même un. Un beau jour, nous avons une discussion et tous ensemble, nous avons décidé que le petit déjeuner serait servi entre 8h et 8h30. Et si quelqu'un ne s'habillait pas et ne se présentait pas à table à l'heure dite, il n'aura qu'à attendre le déjeuner pour manger quelque chose. Tout le monde était d'accord. Impliqués tous dans la décision, les enfants se montrent assez coopératifs les premières semaines. Kevin, 7 ans, a même décidé de disposer ses vêtements au sol dès la veille au soir afin de gagner un petit peu de temps le matin. Je l'ai beaucoup félicité pour mettre un plan en place et faire tout ce qu'il faut pour respecter au mieux les horaires matinaux. Mais ça a été aussi le premier à vouloir éprouver le plan. Un matin, il s'assied en pyjama dans le canapé, le regard rivé sur la montre, 8h35. Il va dans la cuisine, demande son petit déjeuner et je lui dis écoute, je suis désolée, mais le petit déjeuner, il est terminé. Mais je suis sûre que tu pourras tenir jusqu'à midi. Kevin lui répond qu'il n'attendra pas jusque-là. Il grimpe sur le plan de travail pour attraper les céréales dans le placard. Je serre les dents pour rester bienveillante. Je le soulève fermement. Je le repose sur le sol. Et là, il entre dans une colère qui va durer à peu près 45 minutes. Avec quelques petits temps de pause, mais pour mieux repartir à l'assaut du placard aussitôt que tout trouvé. À chaque fois, je le redescends sans mot, fermeté, bienveillance, en me conformant calmement à ce qui avait été décidé en famille. Je lui rappelle la règle. Il finit par sortir dans le jardin.
Bon, face au doute, je me suis dit quand même à plusieurs reprises, ça aurait été plus facile de le punir, hein, au lieu d'avoir à supporter cette scène interminable. Et à ma grande surprise, et pendant les 2 semaines qui survirent, tout le monde fut prêt à l'heure pour le petit déjeuner. Mais Kevin décide de tester la règle une nouvelle fois. Il arrive en pyjama à 8h35. Je répète donc ce que j'avais dit la fois précédente, tout en pensant: «Oh non, je ne vais pas être capable de supporter sa crise encore pendant 45 minutes. Oh là là, en restant ferme et bienveillante». Heureusement, je n'ai eu besoin qu'une seule fois à l'attraper pour le faire redescendre avant de l'entendre marmonner: «De toute façon, j'en voulais même pas de ton petit déjeuner», puis de le voir s'habiller et aller jouer. Ce fut la dernière fois qu'un problème se posa dans la routine du matin. Il faut savoir quand même qu'en la question des cadres, les situations où les enfants étaient impliqués dans les règles se dégradent souvent, et puis à un moment, ça va s'améliorer, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, les enfants vont tester un cadre mis en place. Et c'est assez important quand même de rester à la fois aligné avec ce qui a été dit. Vraiment, ça fait appel à votre solidité, à votre ancrage de parents. C'est vraiment une période aussi de test. Punir, ça peut permettre des résultats peut-être plus rapides, mais les conséquences logiques qui sont utilisées, ça fait en fait, ça fait partie des méthodes non punitives. Ça veut dire que le problème, c'est que si on est sur les méthodes non punitives, ce qu'on va chercher, c'est à développer l'autodiscipline et le sens de la coopération, ce que ne fait pas les méthodes punitives. C'est pareil pour l'enfant qui ne veut pas coopérer pour débarrasser la table. Et bien là, c'est pareil. Un enfant qui refuse, c'est vraiment un enfant à convaincre. Quel est l'intérêt pour lui à aller nettoyer cette assiette ou à aller justement débarrasser cette assiette? Ben, est-ce qu'il préfère manger dans une assiette sale ou dans une assiette propre? Et surtout, on ne fait pas à sa place. Ça, c'est hyper important. À partir du moment où on a dicté le fait qu'il devait débarrasser son assiette, si au final, au bout de 10 minutes, vous lâchez et que vous allez à chaque fois la mettre à sa place au lave-vaisselle, vous perdez votre autorité, justement. Vous perdez votre cohérence du cadre. Par contre, c'est sûr qu'on ne va pas non plus le taper dessus pour qu'il le fasse, mais on va tenir bon. Je comprends que tu as très envie d'aller jouer. Dès que l'assiette elle est mise au sale, tu pourras jouer. Et après, c'est fini. On ne revient plus dessus. Tu as tout le loisir de jouer. Tu n'auras plus ta maman sur le dos qui va te répéter 15 fois qu'il va falloir débarrasser ton assiette. Trouvez-lui l'avantage. Il faut qu'il ait envie de le faire. Donc, en général, ce qui est pas mal, c'est de se dire à sa hauteur, tiens, quel avantage il a à faire ça. Après, on peut amener aussi un peu de jus. Hein. Tiens, viens, on va passer l'aspirateur. Tu te rappelles le bruit que ça fait, les miettes dans le conduit? Clac, 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 clac. Des fois, voilà. On peut aussi essayer d'amener un petit peu de jus. Hein, des petits voilà, quand vous sentez que c'est possible, appuyez-vous sur ce qui amuse l'enfant. Pour ça, pour vous dire que impliquer impliquer l'enfant dans le processus d'élaboration des règles, ça va être un enfant qui est plus enclin à appliquer des règles qu'il a aidé à établir. Il va développer ses compétences en matière de prise de décision, de résolution de problèmes, parce qu'on va se dire comment on peut faire pour que finalement tout le monde soit content dans l'histoire, adulte comme enfant. Alors, je tiens quand même à préciser, impliquer les enfants dans le processus de règles, ça se fait en dehors du moment où on applique le cadre. Hein. On ne se met pas à remodifier le cadre au moment où on l'applique, parce que sinon on rentre dans une négociation du cadre. Et là, on perd toute la vertu du cadre, justement. Donc là, le rôle du parent ou de l'adulte, c'est vraiment le coach, quoi. On va essayer de trouver à quoi on a besoin pour que tout le monde se sente, ou alors expliquer pourquoi c'est non pour le parent et que vraiment on soit au clair pourquoi c'est non. Qu'est-ce qui nous inquiète? À quoi ça répond? Les enfants, de toute façon, vont venir vous chercher pourquoi. Surtout passer à 5, 6, 7 ans. Ils ont besoin que ça ait du sens. Et tant mieux, tant mieux. Valorisons ça. Même si des fois c'est pénible, mais ça demande beaucoup d'énergie. Je le répète, je vais le redire, la bienveillance, il faut le dire, ça demande de l'exigence. Mais par contre, ça vaut le coup. Et c'est un investissement à voir sur le long terme et non pas sur le court terme. Au court terme, on ne voit pas tous les résultats. Mais gardez confiance. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Voilà, ça revient à dire un peu ce que j'ai dit. Hein. On va vraiment utiliser l'enseignement par la conséquence naturelle. Bah, qu'est-ce qui arrive quand on a un peu de perles? On a reversé un peu de perles, bah, il va falloir nettoyer. Voilà, on va être vraiment sur la conséquence. On n'a plus le temps de lire une histoire, par exemple. C'est la conséquence naturelle. On avait dit 5 minutes. Les 5 minutes étaient bien modélisées, notamment avec un timer. Ça peut être encore valable à 6-7 ans. Après, les enfants savent lire l'heure. Donc, en général, 5 minutes, c'est
plus facile, mais c'est la conséquence naturelle. On a posé un cadre tous ensemble sur lequel on était tous d'accord et on va tous l'appliquer. Donner la possibilité à l'enfant de réparer les dommages matériels ou moraux causés, c'est hyper important. L'enfant est en mesure de participer à une discussion a posteriori, afin de comprendre pourquoi il agit de la sorte, notamment s'il a enfreint une règle. Ça lui permet de lui rappeler les règles et les raisons qu'il y avait derrière cette règle et de travaillant ensemble à des solutions réparatrices. Donc, en d'autres termes, tout ne se joue pas à chaud. Quand ça monte la mayonnaise et que vous sentez que vous allez perdre pied, ça peut valoir le coup de se dire, OK, là, on n'y arrive pas, on garde le cap, on trouvera, là, ça ne sert à rien de s'ennuyer quand vous avez des situations où vous sentez que c'est en train de prendre feu. Je vous invite à, voilà, au lieu d'aller jusqu'à aller au modèle, enfin, si vous sentez que votre seuil là, de tolérance, il est en train d'être complètement débordé, tout ne se joue pas à chaud, tout ne se joue pas au moment où le comportement problème se crée. Et je dirais même, c'est là où on a le moins de compétences pour pouvoir régler le problème. Et on va aller mettre de la distance. Et donc, de pouvoir aller prendre un petit peu tout ne se joue pas à chaud, c'est-à-dire que du coup, on règle mieux le problème, on est beaucoup plus raisonné quand on n'est plus aux prises de nos émotions. Voilà, les enfants transgressent les interdits, ça, voilà, c'est une réalité. En même temps, est-ce que si je vous posais la question de qui a été, comment dire, à respecter toutes les limitations, et strictement toutes les limitations de vitesse pour venir jusqu'à votre lieu de travail ou votre domicile, est-ce que tous, vous pouvez me dire oui, je ne suis pas sûre. Voilà, pour vous dire un petit peu quand même que transgresser une règle, ça arrive à tout le monde. Et vouloir que l'enfant le soit tout le temps, avec une très forte rigidité, ben voilà, un petit peu de aussi, j'allais dire, de fair play, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais voilà, en tout cas, d'avoir un regard sur est-ce que c'est lié à son stade de développement, est-ce que c'est lié au fait qu'il n'a pas compris la règle, ou est-ce qu'il y a un facteur émotionnel, hein, l'enfant qui ne peut plus sortir de la salle de psychomote, alors justement, il pouvait, mais en fait, la tristesse est tellement forte qu'elle prend tout le dessus. Alors, d'autres outils qui vont favoriser le respect des règles. Je veux vraiment qu'on prenne le temps. Alors, je sais qu'il commence à faire une bonne heure que je suis en train de parler. Alors, les enfants agités qui n'écoutent rien, je vous invite à un petit peu vous questionner sur la quantité de sucre qu'un enfant mange dans la journée. Alors, on est vraiment sur des outils un peu annexes, hein, purement de l'application de la règle. Le sucre dans les céréales du petit déjeuner, le sucre dans le dessert repas à midi, le sucre dans le goûter, le sucre dans le dessert du soir. Ça, c'est tous ces sucres transformés dans tous les biscuits, les céréales, etc. Les études montrent que même ne pas mettre de dessert à la cantine, de supprimer le dessert à la cantine, on voyait déjà des effets sur la qualité du comportement et de la concentration de l'enfant. Juste le dessert à la cantine. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'était plus de 50%, ça réduisait le nombre de problèmes de comportement. Donc, imaginez si l'enfant, et je vous invite vraiment à avoir une attention extrêmement fine sur l'alimentation des enfants, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sucrée. Les encas type fruits à volonté. L'enfant a faim, on lui donne un fruit, mais on ne va pas aller chercher le paquet de biscuits. Et vraiment, le goûter, c'est déjà un repas qui n'est pas forcément en vrai, c'est pas une grande nécessité, hein. Un enfant qui a très bien mangé à midi avec un plat avec plein de protéines, il est capable de tenir jusqu'à 18h, 18h30. Alors certes, il va peut-être manger un peu plus tôt, mais il peut tenir, ou alors à défaut, on lui donne un fruit, mais il peut tenir jusqu'à la soirée si un repas est suffisamment bien et qui mange suffisamment bien en protéines. Je sais bien que les enfants sont plus ou moins difficiles, mais en tout cas, si votre enfant, vous n'êtes pas en train de vous dire, même si vous êtes dans des complications autour de l'alimentation, surtout si en plus ils ont des difficultés d'alimentation et à manger de tout, enlever tout ce qui est forme de sucre, parce que ça, c'est pour le coup, ça coupe l'appétit et c'est une addiction. La qualité du sommeil et des temps de repos, qualité du sommeil, ça c'est quantité et qualité, soyez extrêmement attentifs à ça. Donc les écrans perturbent énormément la qualité du sommeil et plus en plus elles sont tard le soir, pire c'est. C'est valable autant pour les enfants que pour les adultes.
les temps de repos. Les enfants, quand ils ont passé toute leur journée à l'école, on voit à quel point les vacances sont salutaires pour bon nombre d'enfants au niveau de leurs problèmes de comportement. Moi, je le vois assez régulièrement au cabinet. Pendant la période scolaire, voilà, c'est chargé, hein. Il y a des horaires, il y a beaucoup de choses, voilà, hein, c'est quand même pas rien ce qu'on leur demande. Et on leur demande de s'adapter à beaucoup, c'est très stimulant, on a beaucoup de règles, de personnes. Et en fait, ils sont quand même relativement épuisés. On est dans le toujours plus rapide, alors que l'enfance a besoin de temps pour grandir, a besoin de temps de repos. Et des fois aussi, quand on a des problèmes de comportement avec l'enfant, ça peut valoir le coup de se dire, si on en faisait moins, si on s'autorisait à faire, voilà, des fois, rester à la maison, sans, voilà, je vous invite vraiment à vous questionner sur le temps de repos. Respecter le rythme physiologique de l'enfant. Et alors là, je vais tenir énormément sur cette dernière phrase, sur l'activité physique en extérieur. Courir, marcher, grimper, utiliser une draisienne au lieu d'une poussette, évacuer, expérimenter les potentialités de leur corps pour mieux savoir le contrôler. Les enfants ne bougent pas assez. Les études, elles sont unanimes aussi là-dessus, où il y a eu comme une perte de 25% des capacités cardiaques, donc un quart en très peu d'années. Les enfants sont trop élevés en intérieur. L'école ne peut pas compenser toute l'activité extérieure, en tout cas l'école classique, hein, et il faut idéalement 4 heures d'extérieur par jour. Je vous laisse imaginer à quel point on en est encore très loin. Donc là, en plus, il fait nuit à 17h30 bientôt. On est d'accord que c'est pas simple, mais je vous invite, après la fin de l'école, de voir comment vous pouvez aussi trouver un moyen de pouvoir sortir, prendre l'air, courir, même si c'est sous un lampadaire, si c'est la pluie, on met une combi, des bottes et on y va. Parce que les jours de pluie, on a eu quand même un paquet cet été, sont aussi. Les enfants, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on peut pas sortir. Remplir le réservoir aussi d'attention et affectif de l'enfant. Chaque jour. Moi, je dis, il y a une prescription de temps partagé, 10-20 minutes par jour, de qualité. Le téléphone, il est à l'autre bout de la pièce. 10 minutes, même si c'est pendant la routine avec le bain, ou c'est 10 minutes, on se pose sur un tapis au sol, que votre enfant soit plus grand ou pas, mais on prend ce temps de partage. Ça peut être autour d'un petit jeu de société, ça peut être, ça peut être des choses tout simples, hein, voilà, jouer à chahuter, des fois ça fait du bien, ça évacue un peu les tensions. Ça peut être, voilà, se dire, même se donner un peu des petits rendez-vous en fin de journée ou pendant le bain, on est vraiment présent, le téléphone il est à l'autre bout. Même si vous avez l'impression de rien faire, vous êtes à côté et vous montrez par votre attitude que vous êtes disponible. Et ça, en fait, ça vient alimenter profondément le réservoir de l'enfant. Et il va peut-être certainement, ça va le sécuriser et c'est ce qui va faire que déjà vous allez gagner en confiance avec votre enfant. Ça va le sécuriser et ça, c'est une base fondamentale pour pouvoir avoir de l'autorité. Bon, ça, c'était juste pour dire, est-ce que vous avez pensé à câliner votre enfant aujourd'hui? Est-ce que dans ce tumulte de la journée où vous étiez vite qu'il aille au lit, parce que moi aussi j'aimerais aller me coucher, est-ce que vous avez pris le temps de faire un petit bout de câlin à votre enfant? C'est un vecteur, c'est quand même un super moyen de création d'hormones d'ocytocine. Ne nous en privons pas, adultes, enfants, de ce contact si précieux et qui réduit quand même le niveau de stress chez tout le monde, permet une bonne santé. Alors, je vais essayer de faire bref, mais je trouve que c'est assez important. On a parlé de comment l'enfant doit répondre aux limites, mais l'adulte aussi, il en a. Je pense que c'est important qu'on prenne ce temps, même si je vois l'heure qui tourne. J'espère que vous êtes bien derrière encore votre ordinateur et attentif. Je m'imaginais que oui. Alors, d'abord, c'est dire, bah oui, le parent parfait n'existe pas. Comme il n'existe pas de baguette magique ni d'enfant sage. C'est bien de se le redire et re-redire. Chercher à adopter tout le temps la bonne attitude dans 100% des cas est impossible. Vraiment. Quand on est allé à 50%, une fois sur deux, on arrive à peu près à avoir la bonne attitude, ou la moitié du mois à peu près, puis la moitié du mois, c'est la cata. Bon. Ce qui est bien, c'est que quand on a déjà fait 50% du chemin, 60% du chemin, à force, l'enfant, il va comprendre la logique.
ah oui, c'est quoi? Comment je peux faire autrement? Parce que c'est ça, en fait, comme à chaque fois, on va lui montrer comment il doit faire autrement pour appliquer la règle, lui, il va comprendre ce cheminement. Et ces 40%, bah, c'est pas vous qui allez les faire, c'est l'enfant. Pour les moments où vous allez être beaucoup moins patient et beaucoup moins dans cette attitude bienveillante, il va se dire, oula, attends, comment je peux faire? Ah, attends, ben attends, on va trouver notre règle. Et puis hop, il peut en créer d'autres à lui. Ça, je vous l'assure, ça vaut le coup. C'est pour ça que je vous dis, c'est un investissement au long terme. Les 40, enfin voilà, si vous arrivez à faire 50, 60, allez, 70% du chemin, les 30%, c'est l'enfant qui le fait. Parce qu'il va comprendre le processus. Lorsqu'on est confronté à une situation qui est aussi stressante avec notre enfant, que la colère nous emporte jusqu'à nos gestes, nos mots, je voulais juste appuyer sur le fait que on a tous ce qu'on appelle des mémoires traumatiques. Ces mémoires traumatiques, en fait, elles ont été créées pendant qu'on était enfant. Si je vous donne l'exemple, c'est par exemple l'enfant où vous l'obligez à finir sans manger son assiette. Et puis ça peut vous amener dans une rage folle parce que là, il n'a pas fini son assiette et que ça, c'est insupportable pour vous. En fait, là, ce qui se passe, c'est que l'enfant, involontairement, totalement, il appuie sur votre petit bouton rouge qui a été, petit, gros bouton rouge, qui a été créé quand vous étiez enfant, c'est-à-dire, et vous, comment on vous a accompagné quand vous étiez petit et que vous étiez face à votre assiette? Est-ce qu'on vous a demandé de finir votre assiette? Ça vient créer ces petits gros boutons rouges. Et en fait, pour peu qu'on est fatigué, qu'on se sent seul, qu'on est voilà, nous-mêmes déjà dans nos besoins premiers pas assouvis, ces boutons, ils sont extrêmement sensibles. Mais ça, du coup, c'est pas de l'affaire de l'enfant. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important que vous puissiez être au clair à justement vos limites à vous. Elles répondent à quoi? Et du coup, ça va aussi avec connaître son seuil de tolérance quand vous sentez que ça peut déborder et de le communiquer. Je vous ai mis des petites images là qui s'appellent les jauges de la patience. Ça permet d'avoir un visuel où l'enfant, là, vous allez l'aider à lui montrer, regarde où j'en suis là. Là, tu vois, je finis la journée, je suis dans le orange. Donc ça veut dire que là, j'ai vraiment besoin que ce soit calme parce que je sens que je peux aller dans le rouge. Et quand je suis dans le rouge, je peux crier très fort et je n'ai pas envie de crier très fort. Si je crie très fort, je vais avoir besoin d'aller dans la chambre. Vous prévenez. Vous montrez à l'enfant où vous en êtes. D'accord? Au moins, lui, il peut à peu près jauger. Bon, si lui, il est aussi dans le rouge et que vous êtes dans l'orange, on est d'accord, c'est pas la meilleure des périodes. Et ça, c'est compliqué. Et je vous assure que là, tout le monde fait comme il peut. Euh, voilà, simplement de pouvoir être au clair à comment je me sens et quels besoins j'ai pour me retrouver mon calme. Et c'est à vous, en tant qu'adulte, par contre, vous êtes responsable de comment je peux faire pour essayer d'être un petit peu plus dans le vert. Alors, des fois, vous n'y arriverez pas, hein, voilà, mais si par exemple, vous avez le relais avec le conjoint qui est là, et bien se dire, attends, je vais aller me mettre dans la chambre 5 minutes, je vais souffler, je vais essayer de redescendre dans le vert et après, je reviens. C'est intéressant de pouvoir communiquer où vous en êtes et de connaître son seuil de tolérance avant que ça déborde et que là arrivent les mots dévalorisants et les gestes. Voilà. Viser la cohérence pour ne pas tomber dans l'abus de cadre, c'est-à-dire peu de règles et d'interdits, mais par contre tenus. Et c'est ça qui fera le cas. Quand il y a des débordements, la réparation, elle est toujours possible. Reconnaissez ce qui s'est passé avec votre enfant, ce que chacun a pu ressentir. Et assurez-vous, demain, vous ferez mieux. Parce que justement, vous avez compris que vous allez trouver des solutions, chercher à aller mieux et que vous êtes dans une constante progression. Communiquez sur ses limites toute la journée et en tout lieu. Vous savez, le collègue qui vous a interrompu 15 fois pendant que vous étiez hyper concentré sur votre tâche et vous n'avez pas pu lui dire, là, je suis concentrée, j'ai besoin que tu attendes, tu vois, j'ai mis mon casque, c'est pour pas que tu me parles. Entre guillemets. C'est parce que, non, on va pas dire ça comme ça. C'est pour pas que tu me déranges. En fin de journée, je commence à être fatiguée. C'est pour pas que tu me déranges parce que je suis concentrée. Donc, quand j'ai mon casque, je veux pas qu'on m'interpelle. Quand je l'enlève, tu peux me parler. Et je pense que, est-ce que ça a été possible ou en fait, vous êtes fait accaparer par votre collègue qui, toutes les 2 minutes, et tiens, tu peux m'aider pour ça. Et tu sais, communiquer sur ses limites avec toutes les personnes. La personne qui est passée devant vous à la file du supermarché, est-ce que vous avez pu lui dire, excusez-moi, j'étais là devant vous, est-ce que c'est possible d'attendre derrière? Enfin, c'est toute la journée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si toute la journée, on n'a pas su communiquer nos limites, arrive en fin de journée, on voit notre enfant qui, lui, lui aussi, il explose le cadre à ce moment-là. Et alors là,
En fait, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est le volcan qui explose, c'est toutes les limites aussi dont vous n'avez pas su respecter dans votre propre intégrité qui débordent sur l'enfant ou le conjoint. De la même façon qu'on dit à l'enfant par rapport à l'iceberg, donc vos comportements cachent aussi une partie immergée de l'iceberg. Et c'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous et de votre propre réservoir affectif, de votre propre voilà, intériorité, parce que vous aussi, l'iceberg n'est pas valable que pour les enfants. Et c'est intéressant de vous questionner finalement, bah, quand je crie, qu'est-ce que ça veut dire d'assaut? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Faire du sentiment de culpabilité une opportunité d'apprentissage. Pourquoi je vous dis ça? Si par exemple ce soir, peut-être vous allez finir la conférence en disant oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi et que vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait, j'ai envie de vous dire mais c'est super. J'ai envie de dire, oui, c'est super. Pourquoi? Pourquoi on ressent le sentiment de culpabilité? Parce que c'est associé au fait qu'on a fait une erreur. Quand on a fait une erreur, on est quand même été tous un peu baignés quand même dans une culture où erreur égale sanction, égale mauvaise note, égale tout ça. Donc en fait, on n'a pas appris que l'erreur était une source d'apprentissage. Donc en fait, quand on a été sanctionné, bah, quelque part, on a été humilié, on s'est senti mauvais. Et du coup, cette culpabilité, elle fait vivre ça. Donc là, je vous invite à plus vous dire, OK, j'ai peut-être fait une erreur, mais c'est OK, et ben, je vais pouvoir apprendre et réajuster. Et vraiment embrasser ce sentiment de culpabilité au lieu d'essayer de toujours le lutter contre, où c'est beaucoup plus fatigant de lutter. Donc, accepter qu'il soit là, vous verrez, vous avancerez bien mieux. Bon, être parent, on est d'accord, éduquer un enfant, c'est pas toujours une expérience facile, fluide, évidente, c'est difficile. Les enjeux sont colossaux aujourd'hui. Voilà, la parentalité, c'est quelque chose qui est de plus en plus investi. Les défis sont nombreux. Passer sous la partie immergée de l'iceberg, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est nouveau. D'autant plus que les modèles quand même sociétaux qu'on a sont pas vraiment là. On n'en est pas du tout encore là. En tout cas, ils sont pas suffisamment encore nombreux et normalisés. Ça peut pas être simple au premier essai. Vous allez avoir l'impression que ça va devoir vous faire gravir une montagne. Et c'est vraiment l'entraînement qui va vous permettre de développer de nouvelles façons de lire les situations. Rien ne se fera les doigts dans le nez non plus, je ne vous cache pas. C'est pas parce que le comportement de l'enfant, enfin que l'enfant ait un bon comportement au moins une fois acquis, que ça y est, c'est acquis. Pas du tout. L'enseignement dit c'est la répétition qui fixe la notion. Eh bien oui, vous allez répéter. Besoin de temps, de maturité, de répétition chez l'enfant. Et c'est vraiment, et oui, je vais vous le dire, ça demande de l'effort. C'est exigeant. Oui, oui et oui. Vous dire que ce sera facile, non, ce serait vous mentir. Mais ayez confiance sur une vision au long terme parce que les résultats valent le coup, croyez-moi. Je vais quand même dire aussi à cela, il y a quand même des enfants qui sont plus faciles à élever que d'autres. Ça, c'est vrai. Que ce soit par rapport à leur tempérament, que ce soit par rapport à leurs difficultés spécifiques, voilà, il y a un handicap, des maladies, ou encore même par rapport à vos préférences et vos ressources en tant que parent. Si vous avez un enfant qui est extrêmement dynamique alors que vous adorez faire des jeux de société, bah, peut-être qu'il va y avoir des décalages. Moi j'ai eu le cas aussi au cabinet, un papa notamment, qui se sentait beaucoup plus investi dans la relation avec son enfant à partir du moment où il a parlé, alors qu'avant c'était très compliqué pour lui. Mais à partir du moment où il y a eu les mots, paf, il y a eu plein de choses qui sont apparues chez son papa et dans la relation avec leur enfant. Vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi qu'on se dise, ben, la bienveillance, on croit que c'est pour les enfants, mais c'est aussi envers soi-même. Voilà, je vais vraiment, vraiment l'attitude, mais il est important voilà, de garder une bonne dose de bienveillance envers soi-même. Euh, Ça, vraiment, je viens encore dire, ça donne être en difficulté avec votre enfant, ne dit rien de votre valeur de parent. Ça veut juste dire que vous êtes en train d'élever des enfants. Voilà la difficulté où elle est. C'est OK aussi de traverser des périodes difficiles, bien évidemment, avec des préoccupations, du stress, de l'épuisement. Souvent, en plus, dans ces moments-là, les enfants sont beaucoup plus agités, extériorisent énormément par le corps ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et le problème, c'est qu'on vient souvent dire que ce sont les enfants qui huent, ce sont les enfants qui sont compliqués. Et en fait, dans les périodes où nous-mêmes, en tant qu'adultes, on est dépassés, en fait, on a vraiment étalé une traînée de poudre. Hein, voilà, le travail, le conjoint, la relation de couple peut-être difficile, etc. Et en fait, les enfants, eux, ils arrivent juste avec la mèche pour allumer. Mais la traînée de poudre, c'est pas eux qui l'ont étalée. Et du coup, je vous invite fortement à vous faire aider, à oser demander de l'aide.
Que ce soit quelqu'un, votre voisine pourrait lui demander, je sais pas, d'aller à vous acheter un paquet de couches parce que là, vraiment, vous pouvez pas sortir, vous avez des jeunes enfants avec vous. Les voisins, ils sont hyper ravis, en vrai. Les gens, ils sont contents, en fait, quand on leur demande de... Enfin, je pense vraiment qu'il faut sortir un peu de nos maisons et recréer ce qu'on appelle son village. C'est pas uniquement plutôt aux parents, grands-parents, hein, c'est aussi voilà, le voisinage, la personne qu'on... c'est pas forcément de dire que tout de suite, vous perdez vos enfants, mais voilà, un petit service, une petite course. C'est important de pouvoir partager avec d'autres adultes aux mêmes valeurs, qui partagent aussi les mêmes difficultés. C'est très rassurant de se dire, ah ok, je ne suis pas seule. Ça sécurise. Ça sécurise les parents, ça sécurise les enfants. Participer à des cercles de parents, par exemple, ici, notamment les lieux d'accueil enfants-parents, des fois les PMI aussi peuvent en proposer, d'aller auprès de professionnels justement reconnus à l'accompagnement parentalité. Ça peut être aussi des thérapeutes, notamment quand vos mémoires traumatiques sont beaucoup trop fortes. Autorisez-vous à aller pleurer, 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 pleurer avec un thérapeute pour aller au-delà de tout ça. Reconnaître ce qui vous a autant blessé quand vous étiez enfant. Criez si vous avez besoin dans un cadre sécure et adapté. À l'ère où on peut avoir 300 amis sur des minimum sur des comptes de réseaux sociaux, il faut quand même se dire que le sentiment d'isolement est en constante augmentation. C'est quand même assez questionnant. Éduquer, donc, c'est vraiment choisir cette voie du milieu. C'est avancer en s'ajustant en permanence. C'est vivre avec constance, cohérence, confiance aux côtés des enfants. Je suis convaincue que quand on sera vraiment aux côtés des enfants, on vivra une société bien plus inclusive de l'enfant. On pourra vraiment leur donner leur juste place. Et pour moi, ce n'est pas l'affaire que des parents, mais bien de tous les adultes, même ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont des enfants maintenant adultes. Il y a beaucoup de violence actuellement, il faut quand même se le dire. Il y a une recrudescence de violence envers les enfants. Et il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle de la mésopédie, c'est-à-dire vraiment un regard très péjoratif que l'on porte sur l'enfant. Ce sont tous ces commentaires qu'on peut entendre ou même lire sur que le fait que les enfants sont gênants dans l'espace public, dans les transports en commun, dans les restaurants. On a quand même eu un débat il y a quelques mois sur le fait qu'il y ait des restaurants qui allaient interdire les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai trouvé ça très alarmant. Ça s'appelle de la ségrégation. Il est vrai que beaucoup d'enfants manquent de repères. Ça, je pense, hein, c'est peut-être pas pour que vous êtes aussi derrière votre ordinateur, peut-être que vous cherchez, vous essayez de comprendre, et qui manquent peut-être de ce GPS pour avoir les codes qui les permettent d'avoir un comportement ajusté en milieu collectif. Mais une chose est sûre, que ce n'est pas les méthodes punitives ni le laxisme qui va leur permettre d'avoir ces codes. Et il y a aussi un véritable problème aussi dans l'intégration de l'enfant en tant qu'individu, avec ses droits, ses capacités, ses compétences en tant que sujet individu avec ses propres droits. Et là, c'est tous les adultes qui doivent reconnaître leur place et en mesurer la précieuse responsabilité dans le pouvoir que nous, on a en tant qu'adultes. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vais redonner la main à Nathalie pour clôturer. J'espère que vous êtes avec moi jusqu'au bout. Ça va. Oui, allez, c'est ça. Alors, on a quelques questions. On a une maman qui dit que c'est un peu d'enfance. Ça va. Donc, ça veut dire qu'au moins dans les participants, une maman était ravie et que la vie. Voilà. Alors, je te propose une question. Donc, une personne qui dit: je suis trop en accueil de jour. Quelles sont les lignes de conduite à tenir avec des enfants de plus de 10 ans, porteurs de troubles neurodéveloppementaux, avec ou sans troubles associés? Ouais, vaste autre conférence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que du coup, après, ça va être. Peut-être répète. Je me colle à côté d'Elena et je vais reposer la question. Je suis trop en accueil de jour. Quelles sont les lignes de conduite à tenir avec des enfants de plus de 10 ans porteurs de troubles neurodéveloppementaux, avec ou sans troubles associés? Du coup, on est quand même sur un public assez spécifique, donc avec des outils spécifiques. Pour autant, la question du cadre demeure. Je pense que voilà, c'est
En fait, les fondamentaux, qu'on soit avec des enfants porteurs de handicap ou pas, troubles neurodéveloppementaux ou pas, en fait, ils ont besoin de GPS. Moi, le GPS, je l'ai employé même quand j'étais en IME, où je travaillais en IME avec des enfants, des adolescents porteurs du spectre autistique avec des très forts troubles associés. On parlait que de GPS, GPS, GPS. Il leur faut le GPS. Et en fait, après, c'est dans les outils. C'est les outils qui va après différer peut-être d'un enfant neuroatypique. Mais du coup, on ne va pas pouvoir tout détailler. Et je vous invite, du coup, si vous êtes professionnel en accueil de jour, d'aller vous rapprocher des professionnels qui travaillent sur place. Alors, une question d'une maman. Comment gérer les insultes et les coups dans la fratrie? La consigne de je ne tape pas est bien connue, mais impossible, ils se cherchent toujours. Les garçons ont 6 et 8 ans. Ouais, c'est 6 et 8 ans. Rappelez déjà, donc, rappelez régulièrement et avant, voilà, dans des temps déjà en dehors de ces périodes-là, de rappeler la règle. La règle, c'est de jouer, on peut se jouer chahuter à partir du moment où il y en a un qui a, enfin en fait non, c'est plutôt, on a le droit de chahuter sans que ça doit, sans avoir mal, enfin, oh, excusez-moi, je suis fatiguée. Je cherche mes phrases, je vais peut-être boire un coup. Ouais, attends, je bois un coup. Peut-être ça qui me manquait justement dans mon besoin. Non, mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut être très clair sur le cadre à poser sur ces jeux-là. En fait, quand ils en sont à se taper dessus et à s'insulter, c'est qu'en fait, ça y est, ça a été trop débordant. C'est qu'en fait, il fallait arrêter avant. Donc déjà de rappeler qu'on joue à ce jeu sans se faire mal. À partir du moment où il y a un des enfants qui se fait mal ou qui insulte, le jeu s'arrête immédiatement et il faut intervenir tout de suite. Une des choses aussi en tant que parent, c'est écouter le volume sonore. Dans ce genre de bagarre, enfin, de jeu de bagarre, on est bien là-dessus, hein. Non, c'est ça. Pourquoi j'ai. Ils se cherchent toujours. Ah, ils se cherchent. Ah non, c'était pas. Ah oui, les coups, maintenant je me suis dit. Ce serait intéressant de poser le temps, déjà de rappeler le cadre, et puis d'aller passer dans la partie immergée de l'iceberg. Pardon, je suis partie sur j'ai interprété autre chose. Bon, excusez-moi. Partir sur la partie immergée de l'iceberg, peut-être de les prendre individuellement, d'aller poser la question, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton frère, qu'est-ce qui se passe? Déjà de prendre ce temps de qualité, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais et puis un temps où vraiment l'enfant, vous prenez chacun des enfants à part. Peut-être qu'au début, il va peut-être pas oser vous dire, ou peut-être de dire, mais qu'est-ce que tu ressens quand il te tape? Qu'est-ce que ça fait quand il t'insulte? De rappeler un petit peu aussi ce que ça peut faire vivre. Imagine ce qu'il lui peut vivre quand tu le tapes. Imagine ce qu'il peut vivre quand tu l'insultes. Qu'est-ce qui fait pour que tu aies envie autant, qu'est-ce qui te fait autant mal? Et on va vraiment aller chercher et creuser avec l'enfant. Peut-être qu'en fait, ils en ont assez d'être trop ensemble. Ça arrive, hein. Il y a des fratries où en fait, ils ont juste envie de temps avec leurs parents, juste tout seuls. Et c'est bien de le reconnaître. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera possible tous les jours, mais de le reconnaître. Ah oui, en fait, tu avais envie d'un temps privilégié avec maman, tu avais un temps privilégié avec papa. Je pense que c'est important dans ces fratries de leur redonner aussi de l'attention individuelle quand ça déborde énormément comme ça, et de créer des jeux où ils peuvent jouer ensemble et de recréer du lien positif. Et donc, vous allez servir de médiateur. Quand ils s'insultent, ils se tapent, vous faites les médiateurs et les traducteurs. Oula, mais là, je sens qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de colère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les mots qui font du mal, là, qui arrivent dans ta bouche. Les insultes, hein. Il y a les mots qui font du mal, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que, voilà, j'ai vraiment fait le traducteur et petit à petit, les enfants vont faire des suggestions. Mais peut-être qu'il va falloir, au début, leur dire, mais en fait, est-ce que c'est ta façon de dire que là, la journée, elle a été trop pénible? Est-ce que c'est ta façon de dire, mais en fait, là, j'ai envie d'être tout seul dans ma chambre, j'ai pas envie d'être embêtée? Ou est-ce que c'est ta façon de dire que tu veux jouer avec lui, mais que tu n'es pas d'accord? Enfin, voilà, et on va vraiment servir de traduction. Est-ce qu'on peut appliquer ces principes sur les enfants de plus de 8 ans? Quel principe? Parce que du coup, je pense les principes, tu as parlé. Parce que je l'ai évoqué sur 6-7 à partir de 6-7 ans. Voilà. Ah, pardon, voilà. Oui, j'ai mis après 6-7 ans. Donc en fait, après, et puis plus. Donc oui, d'accord. Merci pour le détail. Oui, ça s'applique. À 22h, tout le monde pourra aller. Comment aider de façon bienveillante un enfant qui s'allonge? Non,
n'entend pas? Moi, on m'entend par contre. Ah, ok. alors. Tu veux que je la lise sinon? Alors, ça en est où là? 17 mois. Comment aider de façon bienveillante un enfant qui s'allonge par terre quand il est frustré par un non? Eh bien, exactement, là, vous prenez votre respiration. Dire, ah oui, t'as pas consenti. On dirait bien que c'est, je sais pas, quelle image vous pouvez prendre. Un enfant qui s'allonge par terre, c'est une façon, quand il est frustré par un non. Et ben en fait, c'est un peu comme la crise de colère. Il faut attendre que ça passe un petit peu. Et lui demander le non, pourquoi il a été non, et est-ce qu'en fait il a besoin d'aide pour dépasser voilà, c'est un peu l'histoire des chaussures, hein. On aurait pu exactement avoir la même. Je vais prendre l'exemple de la chaussure que j'ai raconté dans ma diapositive. L'enfant, vous lui dites qu'il est temps de mettre ses chaussures, et là, donc, il faut s'arrêter de jouer. Non, il s'étale par terre, mais du coup, vous allez tenir, c'est ce qu'il s'est dit, disant, mais oui, je vois bien là, que tu avais trop envie de jouer à ce jeu, c'est vrai qu'il avait l'air sympa et tout. Alors, soit 17 mois, ce qui peut aider, c'est dire, si le jeu ou le petit doudou ou le petit objet, des fois, ça aide un petit peu pour aider d'une étape à l'autre. Des fois, les enfants, ils ont besoin de ce soutien-là. Je ne l'ai pas assez évoqué dans l'objet de transition. Des fois, ça peut aider quand il y a une grosse frustration de dire ah ouais, là, il faut aller mettre les chaussures, vous gardez votre cap, que de toute façon, c'est la direction, c'est les chaussures, que vous comprenez que là, il n'avait pas envie d'arrêter son jeu. Dans tous les cas, voilà, vous allez devoir être un peu patient, peut-être le prendre dans vos bras, oui. Peut-être il va râler très fort. Vous allez l'asseoir contre vous, vous allez lui présenter les chaussures. Vous allez dire oui, je comprends, là, t'es pas content. Tiens, si tu veux, on peut prendre tel objet pour t'accompagner. Mais c'est vrai que même quand il est par terre et qu'il s'allonge, on peut lui laisser le temps de digérer la consigne et puis après, on pourra passer à autre chose avec lui. Mais pour moi, c'est bienveillant aussi de laisser traverser ce qu'il traverse en fait. Très souvent, en fait, c'est que on laisse pas suffisamment le temps de faire traverser la crise, de faire traverser l'émotion. C'est pas la crise, de lui faire traverser l'émotion qu'il traverse. On est très vite dans vite, vite. Alors, je me rapproche de toi pour qu'on entende la conclusion. Donc, d'abord, nous vous remercions d'avoir assisté à cette visioconférence et on remercie Elena pour son intervention. Comme l'a dit Elena, je me permets de vous rappeler qu'il y a plein de ressources sur notre territoire. Il ne faut pas rester tout seul. Vous avez les lieux d'accueil par enfants, vous avez les responsables des structures petite enfance, les animatrices de relais petite enfance qui sont là aussi, des associations, le service de protection maternelle et infantile. N'hésitez pas à vous rapprocher de tous ces lieux pour trouver des ressources et ne pas rester tout seul si jamais vous avez besoin d'échanger avec d'autres. Voilà, nous espérons que ce temps vous aura apporté des éléments de réflexion et des réponses à vos questions, une petite bibliographie. Et comme votre avis est important pour nous, nous vous enverrons un mail avec un questionnaire pour avoir vos retours de cette soirée. Et si vous pouvez prendre 3 minutes pour y répondre, ça sera parfait pour nous. Je vous souhaite au nom de l'équipe organisatrice et des animatrices de relais petite enfance une excellente soirée. Et encore grand merci à Elena. Merci de votre confiance. Bonne soirée tout le monde. Merci encore. J'imagine. L'assistant technique.